Bienvenue donc pour ce, on va dire, 5e cours d'histoire économique. La semaine dernière, en fait, on avait évoqué les conséquences sociales de la transformation de la révolution industrielle. Comment la révolution industrielle avait transformé la Grande-Bretagne. Et donc la première chose qu'on avait dit, c'est que ces transformations sociales, elles n'étaient pas continues, mais qu'elles marchaient par à-coups. On avait pris comme exemple le fait que en gros, la crise économique qu'il y avait à la fin des guerres napoléoniennes, avec à la fois du chômage dû à la démobilisation et à la reconversion des industries de guerre. C'est pas mal de faire le résumé de la semaine dernière, parce que ça permet aux gens d'arriver. Une crise agricole, et donc cette phase de stagnation économique, elle s'insère entre deux phases de croissance typiques de la révolution industrielle. La révolution textile de la fin du XVIIIe, où on avait vu dans le cours d'avant le développement des techniques, en particulier de filage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, cette révolution de la production textile, elle s'accompagne d'une révolution de la consommation textile. C'est-à-dire qu'avant la révolution textile, avant les années 1750, les gens s'habillaient avec des tissus de laine. Et en général, en Europe, à part la classe supérieure, on a un habit pour la vie. Ce que change la révolution textile, c'est qu'on fait avoir des vêtements de coton, et les vêtements de coton, on en change les saisons. Alors, c'est évidemment pas le cas des plus pauvres, mais il se met à y avoir une consommation de masse pour une partie de la population qui, au début, c'est en gros les classes supérieures et moyennes supérieures. Et puis, donc, cette révolution textile à la fin du XVIIIe, les guerres napoléoniennes, et puis ensuite un redémarrage avec les chemins de fer. On avait évoqué la question des causes de la révolution industrielle en disant que si la révolution industrielle était apparue dans l'Angleterre, et en particulier dans le nord de l'Angleterre, c'était parce que les salaires étaient élevés, le charbon était bon marché, et donc on cherchait à substituer de l'énergie naturelle, enfin de l'énergie naturelle, l'énergie mécanique à l'énergie humaine, et c'était d'autant plus possible qu'on avait en plus des bons mécaniciens qui étaient bien formés, et que les institutions faisaient qu'il y avait la paix civile, que si vous inventiez un truc, on ne venait pas vous le prendre, à la fois la paix civile et la garantie de propriété. Bref, une série de causes dans lesquelles il y a des raisons purement économiques, c'est-à-dire on voit le rapport des prix entre les facteurs de production, d'un côté le travail qui est cher, de l'autre côté le capital qui est moins cher, une distribution aussi du capital humain, et puis des institutions favorables. Et ça, on l'avait traduit donc par un passage du domestic system, du putting out system, qui était en gros l'organisation disséminée de la production industrielle. Je dis industrielle, mais pas usinière, justement. On passe de ce système, de ce domestic system, où il y a un marchand fabricant qui diffuse des produits, de quoi produire auprès des familles rurales, et puis qui ensuite vient récupérer et puis met sur le marché, au système de l'usine, au factory system, où on concentre la main-d'œuvre dans des grandes usines. On avait évoqué des usines symboliques. Et puis on avait terminé en parlant du chômage technologique et de la pauvreté, en disant justement que Ricardo est probablement le premier à parler de chômage technologique, c'est-à-dire à montrer que si les progrès techniques, ça modifie la frontière de production, et donc ça, évidemment, le progrès technique, ça améliore la productivité du travail, donc ça fait, et souvent d'ailleurs aussi le capital, mais ça fait que, en gros, on peut produire moins cher. Comme on peut produire moins cher, les productions sont moins coûteuses, et donc le pouvoir d'achat des salaires augmente. Sauf que le problème, c'est que les gens qui sont remplacés par des machines, ils n'ont plus de salaire. Et donc si le pouvoir d'achat moyen du salaire augmente, c'est bien pour les gens qui ont un salaire, mais c'est pas bien pour les gens qui n'ont pas de salaire. Et donc le problème du chômage technologique, c'est que le progrès technique profite à peu près à tout le monde, sauf à ceux qui perdent leur boulot. Et justement, cette crise économique du Royaume-Uni à la fin des guerres napoléoniennes, c'est un exemple de chômage technologique, où il y a eu en fait du chômage technologique perlé, auquel on n'était pas attentif, justement avec la mise en place de ces machines textiles, mais ça finit par devenir visible, en particulier quand les ouvriers qui sont mis au chômage par les machines se révoltent et cassent les machines. C'est la révolte des Luddites, c'est dont on avait parlé. Et donc, on avait indiqué ce paradoxe d'une société qui progresse, et rétrospectivement, on a l'impression que la révolution industrielle, c'est que du bénéfice, parce que quand on se souvient de ce que c'était ce niveau de subsistance qui était celui de l'humanité avant la révolution industrielle, où en gros, ce que consommait un être humain, c'était
150 kg de pois chiches, quelques grammes de viande et puis de la chandelle et des vêtements une fois par an, par rapport à la vie qu'on mène, on se dit que le progrès est considérable, sauf que ce progrès considérable, il s'est accompagné non seulement d'un coût pour tout le monde, mais en plus, pour ceux qui ont été à chaque fois les victimes du progrès technologique, d'une pauvreté qui, de surcroît, était le lot de la classe ouvrière. On va revenir là-dessus. Bon, je voudrais quand même juste vous inviter à réfléchir, avant de reprendre le cours de notre récit, sur le fait que le passage du domestic system au factory system, c'est pas dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1803, les gens qui travaillaient à domicile ont arrêté de travailler à domicile et donc le 2 janvier, ils sont revenus travailler à l'usine. C'est un processus, et un processus lent. Alors, exemple de processus, je vais partir d'un exemple qui n'a rien à voir, mais simplement pour ensuite essayer d'imaginer le rythme justement de ce passage. Exemple de processus qui n'a rien à voir, le passage de la photographie argentique à la photographie numérique. Ça pour vous, j'imagine que la photographie argentique c'est une espèce de truc dont vous n'avez pas idée, sauf que les gens en gros, les gens de ma génération, à votre âge, ce qu'ils pouvaient avoir de mieux, c'était un appareil photo argentique. Et les gens plus âgés que moi, qui étaient photographes au moment où les appareils numériques se sont développés, ils avaient leur boulot de photographe, ils avaient leur clientèle de photographes, ils avaient leur boutique de photographes, ils vivaient comme ça, ils n'allaient pas arrêter d'être photographes. Alors il y en a qui sont passés au numérique, il y en a qui ne sont pas passés au numérique, mais ce qu'on voit bien, c'est que dans la mesure où ceux qui utilisent les appareils photo, ce sont des personnes, il ne suffit pas d'inventer l'appareil numérique pour que les personnes qui utilisent des appareils argentiques arrêtent d'utiliser des appareils argentiques. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas changer leurs habitudes, il y en a qui ne veulent pas changer leurs habitudes professionnelles, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, il y en a qui ne veulent pas changer leurs habitudes professionnelles, et même s'ils perdent du fric, ils vont continuer à garder leurs habitudes parce qu'ils n'arrivent pas à les changer. Et puis il y en a au contraire qui veulent tout de suite avoir l'appareil photo dernier cri. Alors aujourd'hui, parler d'appareil photo argentique, ça paraît un truc de musée. N'empêche que de l'autre côté du parc de Choisy, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une espèce de bâtiment en briques, c'est le dispensaire George Eastman. C'est le fondateur de Kodak qui a payé un dispensaire à Paris parce que avant la guerre, le 13e était extrêmement pauvre, comme vous savez, c'était un quartier ouvrier, mais non seulement ouvrier, mais ici c'était à la place de Tolbiac, c'était des chiffonniers qui habitaient. Donc c'était un quartier vraiment très pauvre qui n'avait pas de médecin. Donc le fondateur de Kodak et des appareils photo argentiques avait offert un dispensaire aux Parisiens. Aujourd'hui, tout le monde a oublié Eastman, tout le monde a oublié les appareils photo argentiques, mais il y en a encore des traces visibles. Et n'empêche que le processus entre le moment où on a inventé l'appareil photo argentique, l'appareil photo numérique, le moment où on a pu commencer à s'en servir, puis le moment où ça a complètement disparu, il s'est quand même passé plusieurs décennies. Autre exemple, les vinyles, les disques vinyles. L'invention du disque laser, ça doit être la fin des années 70. Donc il commence à y avoir des disques laser dans les années 80. Enfin, en gros, ça commence à devenir grand public au milieu des années 80. Pour autant, il y a encore des gens qui utilisent des vinyles. Et donc le truc paradoxal, c'est que les vinyles vont avoir duré probablement plus longtemps que les disques laser, puisque maintenant les disques compacts, personne ne va plus les utiliser, tout le monde ne va plus écouter que du streaming. Mais il continue d'y avoir des vinyles. Pourquoi? Parce que les DJ veulent les vinyles et pas des disques laser. Et donc très paradoxalement, il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui a l'air d'enterrer la précédente. Parce que c'est vrai qu'à la fin des années 90, pour trouver des vinyles, il fallait se lever de bonne heure. Il n'y avait plus que les labels de techno qui faisaient des vinyles. Et maintenant, c'est en train de revenir parce que, pour tout un tas de raisons bizarroïdes, et c'est les lasers qui disparaissent. Et vous voyez que tout ça, c'est des processus qui prennent du temps. Alors plus encore, dans le domestic system, ça prend du temps parce que les marchands fabricants, ils vivent de ça, ils ont des circuits de commercialisation. Ils ont des gens qui travaillent pour eux, ils ont des clients. Le marchand fabricant, même s'il ne gagne plus beaucoup d'argent, il va continuer à faire comme ça parce que de toute façon, il ne va pas construire une usine, il n'en a pas les moyens. Donc il va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il sorte du jeu complètement. Et les paysans qui travaillent pour lui, ils vont continuer à travailler pour lui jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de marchands fabricants pour pouvoir les faire travailler. Et là, ils seront obligés d'aller à l'usine, et là, comme on l'a vu, on va les forcer à venir à temps plein à l'usine. Donc de fait, le processus de substitution du factory system au domestic system, il se fait de manière complètement irrégulière, complètement granulaire. Il se fait parce qu'à un endroit, il y a un gars qui fonde une manufacture. Dans cette manufacture, il va attirer des ouvriers. Et puis, il y a des paysans qui vont laisser leur ferme parce qu'elle n'est pas assez grande pour qu'ils en vivent.
et qui vont aller travailler à l'usine, et puis il y en a d'autres qui vont rester travailler à l'usine, qui vont rester travailler à la ferme parce qu'ils préfèrent travailler à la ferme et qu'ils arrivent à survivre avec ce que produit leur ferme, et puis il y en a d'autres pour qui il n'y a pas d'usine, parce qu'en particulier dans tout l'ouest de la France, par exemple, vous savez, l'ouest de la France reste à l'écart de la révolution industrielle pratiquement jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a très peu d'usines dans l'ouest. Bref, c'est un phénomène discontinu, c'est un phénomène qui marche ponctuellement, parce qu'en gros, c'est quand quelqu'un crée une manufacture que ça draine des emplois autour, et c'est un phénomène qui prend du temps. Et alors, même pour l'anecdote, si vous voulez, en rangeant mes placards cet été, j'ai mis de l'ordre chez moi, ce qui était quand même incroyable, et j'ai retrouvé le trousseau de mon arrière-grand-mère. Donc, le trousseau de mon arrière-grand-mère, ça veut dire que j'ai trouvé les draps que sa mère avait préparés pour son mariage. Mon arrière-grand-mère, elle est née en 1885, et s'est mariée en 1906. Donc, les draps, ils n'ont pas été achetés, c'est pas cher papa, chère maman, je vous apprends que je vais me marier demain, on va commander des draps sur Amazon Prime, d'accord, on a une fille, dès lors qu'on a une fille, on commence à accumuler pour son trousseau, et donc de fait, son trousseau, il a été constitué dans les années 1890, donc il y a 130 ans. Et qu'est-ce que c'est? C'est des draps alors ce qu'on appelle du métail, en fait, c'est un mélange de lin et de coton, qui sont brodés à la main, et ils sont brodés à ses initiales. Alors aujourd'hui, des draps brodés à la main, c'est quand même assez exceptionnel. Le truc, c'est que manifestement, ce n'est pas des draps qui sont brodés à l'usine. Donc, en fait, il y a trois hypothèses. Soit c'est mon arrière-arrière-grand-mère qui les a brodés, mais je n'y crois pas, parce que mon arrière-arrière-grand-mère, c'était une bourgeoise, enfin, c'était pas une grande bourgeoise, mais je ne pense pas qu'elle aurait brodé une telle quantité de draps. Soit c'était tout simplement une couturière, et on l'a apporté, mes grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents l'ont apporté une couturière au bourg. Mais je ne suis pas sûr qu'en fait une couturière indépendante pouvait vivre de manière indépendante. Soit il y avait un circuit, justement, d'un marchand fabricant qui organisait la réalisation des trousseaux de mariage. Et donc ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait des draps prêts à l'emploi, et puis qu'il les faisait broder par un réseau de couturières, par les femmes qui savaient broder dans le canton. Et donc de fait, il y avait... Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas de preuve historique. Mais il est tout à fait vraisemblable qu'il y ait eu des survivances de l'organisation de type Nottingham System jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire des couturières à domicile qui travaillaient pour le compte d'un marchand fabricant qui organisait leur travail, c'était eux la plateforme entre le client et le producteur. Si vous voulez, en fait, le marchand fabricant, c'est le Uber du XVIIIe siècle. C'est-à-dire c'est celui qui, bien avant, d'ailleurs, on les blague à part, c'est celui qui fait le lien entre le client et le producteur. Bon, alors, c'est une organisation assez ancienne, c'était celle où il y avait des humains pour faire la communication entre les humains. Bon, mais donc, ceci a mis du temps à disparaître parce que les usines, elles apparaissent quand quelqu'un les crée, et pour que quelqu'un les crée, il faut qu'il ait du capital, du savoir-faire, des perspectives, etc. Mais alors, ce qu'on avait vu, c'était donc que la situation sociale des ouvriers des usines était absolument épouvantable. Les conditions de travail étaient très dures, les conditions de logement, je vous à peine vous en parler, et en particulier en France, c'est Villermel qui a décrit les deux. Bon, et on avait évoqué les réformes sociales en Grande-Bretagne, avec la création d'un système d'assurance sociale qui était d'abord un système contributif, facultatif, donc les ouvriers payaient et ils pouvaient avoir le droit à l'indemnisation des accidents du travail, etc. Et puis, vous le savez, en 1942, Lord Beveridge a fait un rapport dans lequel il propose la généralisation d'un système de protection sociale financé par l'impôt, qui a été en fait l'objet de la campagne électorale de 1945, qui a été remportée par les travaillistes. Et donc, c'est le gouvernement travailliste qui a mis ça en place en 1945. Bon. En France, on est loin du compte quand même parce que... alors, la première loi sociale qui réglemente le travail, c'est un décret impérial qui interdit aux enfants de moins de 10 ans de travailler dans les mines en 1813. C'est très intéressant parce que si on l'interdit, c'est parce que ça se produit. Et en bonne nouvelle, comme toujours en France, le résultat de l'interdiction, c'est que ça continue à se produire. Donc, de fait, c'est un truc qui ne sert à rien, qui a marqué le fait que le pouvoir a mauvaise conscience, mais de fait, le décret n'est pas suivi des faits. Ça, c'est un truc sur lequel les économistes en général sont assez bons pour comprendre que c'est pas parce que vous faites une loi que ça va changer quelque chose. Une loi, c'est fondamentalement du discours. La question, c'est comment est-ce qu'on enforce, comment est-ce qu'on la met en œuvre. Alors, le texte suivant, c'est la loi du 22 mars 1841, qui a été
proposé, élaboré, voté et promulgué dans le sillage de l'ouvrage de Villermé, vous savez, sur l'état physique et moral des ouvriers, dans les manufactures de coton, laine et soie. Et donc, évidemment, la publication de l'ouvrage de Villermé, Villermé n'est pas exactement un gauchiste qui fait un brûlot, d'accord? C'est un médecin de l'Académie de médecine qui décrit les conditions de travail et de vie des ouvriers, et ça, évidemment, ça révolte tout le monde. Du coup, ça révolte d'autant plus tout le monde qu'on voit des enfants, des petits-enfants qui travaillent et qui foutent leur avenir en l'air. Et donc, la décision de la loi de 41, c'est quoi? C'est on limite le travail des enfants à 12 heures par jour pour les 12 à 16 ans, à 8 heures par jour pour les 8 à 12 ans, et le travail est interdit en dessous de 8 ans. Bon, que croyez-vous qu'il advint? Rien, naturellement, puisque il n'y a pas de sanction prévue, et de toute façon, il n'y a pas de moyen de faire constater que la loi est violée. Si, pardon, il y aurait un moyen de faire constater que la loi est violée, c'est il faut le rapport d'un commissaire de police. Mais pour déplacer un commissaire de police pour qu'il aille constater qu'il y a des enfants qui travaillent, comprenez bien que ça ne va pas être commode. Donc, de fait, en 1841, on dit qu'il faudrait faire et on ne fait pas. Alors, ça ne nous arrête pas particulièrement. En 1851, on dispose que la durée maximale d'une journée de travail pour les enfants de moins de 14 ans est de 10 heures. Bon, et si on regarde justement ce qu'il en est à cette époque-là du travail des enfants, vous voyez la petite carte qui nous indique que, en gros, c'est dans les régions industrielles qu'il y a le plus d'enfants employés dans les usines. C'est très étonnant, n'est-ce pas? En particulier, donc, vous voyez les régions en noir, c'est quoi? C'est le Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est les charbonnages. Hein. C'est la région lyonnaise. Alors, la région lyonnaise, on va dire étendue, puisqu'il y a aussi la Loire, le département de la Loire avec Saint-Étienne et Roanne, qui sont des pôles sidérurgiques importants, n'est-ce pas? En particulier parce que Saint-Étienne, c'est le premier chemin de fer en France. Un premier chemin de fer à l'air libre. Et puis on voit qu'il y a aussi une région en gris foncé, c'est la Lorraine. Bref, ce sont essentiellement dans les régions minières que les enfants sont employés. Vous imaginez que quand vous avez moins de 8 ans, travailler à la mine, c'est quand même un chouette avenir. Alors, encore une fois, les enfants de 8 ans, alors oui, ici, ils travaillent aussi au fond de la mine, parce qu'il y en a qui travaillent au fond de la mine à pousser les wagonnets. Vous savez, les fameux wagonnets sur le chemin de fer dans lesquels on met le minerai qu'on extrait. Et puis la plupart des enfants sont employés à la surface, c'est eux qui trient et qui lavent le charbon. C'est un emploi particulièrement prometteur d'avenir, puisque quand vous triez et que vous lavez le charbon, ça fait plein de poussière qui va dans vos poumons, et donc ça vous donne la silicose, qui est un truc que je ne vous conseille pas d'attraper. Bien, donc l'effet de la loi est absolument manifeste, concrètement ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui va changer les choses? Ce qui va changer les choses, en fait, c'est surtout l'obligation scolaire. C'est-à-dire, c'est le fait de rendre l'école obligatoire. Là, quand on rend l'école obligatoire, il n'y a plus besoin vraiment d'interdire le travail des enfants, puisqu'ils sont censés par obligation être à l'école. Et donc, de fait, c'est le progrès de l'obligation scolaire qui va entraîner la régression du travail des enfants, mais rien d'autre. Donc, on a beau avoir porté l'âge minimum du travail à 12 ans en 1874, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, ça a été l'imposition de l'obligation scolaire en 1880-82. Bon, ce qui fait que, en fait, alors d'après les comptages des historiens, le nombre d'enfants qui travaillent dans les usines au long du 19e, on va dire à partir de 1830, c'est à peu près constant, c'est à peu près 125 000 enfants. Et les autres, mais naturellement, quand on parle du travail des enfants, on parle du travail des enfants dans les usines, parce qu'à la ferme, les enfants, comme les femmes d'ailleurs, travaillent, mais ne touchent pas de salaire. Parce que vous êtes dans une exploitation agricole, vous faites le boulot, et puis l'argent, vous n'en voyez pas la couleur. Alors, question, est-ce que c'est mieux de travailler à l'usine ou est-ce que c'est mieux de travailler à la ferme? De toute façon, c'est pas bien de travailler quand on est un enfant, parce que c'est pas bon pour le développement. Et puis, la question de savoir si c'est mieux ou pas mieux de gagner de l'argent ou pas, dans les deux cas, c'est les parents qui touchent l'argent. Enfin, en l'occurrence, c'est le chef de famille. Pardon, c'est le père. Voilà, je préfère être explicite. Et alors, ces enfants qui travaillent dans les usines, ils travaillent combien de temps? On a aussi un graphique intéressant. Vous voyez, en fait, donc dans le Rhône et dans l'Isère, donc la région de Lyon et de Grenoble, les journées de travail sont de 16 heures. Dans le Nord et dans l'Est, les journées de travail sont beaucoup plus courtes, elles sont seulement de 15 heures. Donc on en revient à ce dont on parlait la semaine dernière. C'est bien quand même à 8 ans des journées de travail de 16 heures. Et puis le législateur dit ah non, mais vous n'avez pas le droit de travailler. Mais dans les faits, vous travaillez 16 heures. Enfin non, en fait, vous avez 16 heures de présence à l'usine. Bon, donc vous ne travaillez pas 16 heures parce que c'est impossible à 8 ans de travailler 16 heures par jour, sauf à mourir rapidement.
Bon, ceci dit, vous imaginez ce que c'est les conditions de vie et de développement humain d'un enfant qui, avant 10 ans, est obligé d'être à l'usine 16 heures par jour. Ça veut dire qu'il ne dort pas suffisamment, ça veut dire qu'il n'a pas le temps de jouer, donc il n'a pas les apprentissages fondamentaux qui sont liés au jeu. Je ne parle pas de son bonheur, des accidents du travail, etc. Enfin bref, c'est quand même des vies épouvantables. Alors, en 1906, Clémenceau, alors Premier ministre, enfin président du Conseil, pardon, crée un ministère du Travail. Et donc ce ministère du Travail, il va être doté d'inspecteurs du travail qui vont avoir un pouvoir de police, qui vont avoir le droit d'aller constater dans les manufactures, dans les usines, le respect de la réglementation du travail. Inutile de vous dire qu'ils sont très bien accueillis par les patrons, qui les accueillent à coups de fusil. Et donc la création d'un ministère du Travail, ce n'est pas juste un acte administratif, c'est un acte politique fort qui va mettre longtemps à pouvoir porter ses fruits. Les premiers fruits qu'il porte, c'est la conflictualité avec le patronat. En 1919, pardon, 1906, c'est création du ministère du Travail et journée de travail maximum de 10 heures et repos de fin de semaine obligatoire, à l'époque le dimanche. Alors, ça pose un problème à Clémenceau qui est que Clémenceau, c'est vraiment un laïc. Il est athée, il est pour la laïcisation de la République, à une époque où il y a des crucifix partout, et où c'est les clochers des églises qui font les heures. Et donc, ça l'emmerde, il faut dire les choses clairement, de choisir le dimanche comme date de repos pour tout le monde. Mais en même temps, il faut bien en choisir une, on ne va pas prendre le mercredi après-midi, d'accord ? Donc, il y a ce paradoxe, et face à ce paradoxe, il pense que le repos des ouvriers et des familles doit prévaloir sur les intérêts politiques, et donc il choisit le dimanche comme journée de travail, une journée de repos qui soit commune à tout le monde. Bon, et puis en 1919, donc après la guerre de 14, c'est la fameuse journée de 8 heures, la loi des 8 heures, avec donc une semaine de travail de 6 journées de 8 heures. D'accord. Semaine de travail qui est portée à 40 heures en 1936 avec le Front populaire, où on passe à la semaine anglaise. Vous vous souvenez-vous, la semaine anglaise, c'est la semaine où il y a un week-end de samedi et dimanche. À côté donc de cette réglementation du travail, on a vu qu'en Angleterre, en dépit de la dureté du travail, le moyen de forcer les gens au travail, c'est que, en fait, les libéraux réussissent à obtenir le vote des Poor Laws au début des années 30, 1800, qui font que, en gros, quand vous n'avez pas de boulot, on vous enferme dans des conditions tellement terribles que vous préférez, pour sortir, prendre un boulot dans les conditions de travail qu'on vient de décrire. Et en France, de la même manière, en fait, il n'y a pas vraiment d'indemnisation du chômage. Alors, avant 1848, il n'y a évidemment pas d'aide spécifique aux chômeurs. Je vous rappelle que la création de l'Agence nationale pour l'emploi et donc la distribution d'une allocation chômage en France, c'est 1967. Donc, avant 1848, rien du tout. Avant 1848, qu'est-ce qui se passe ? Quand les gens crèvent de faim, c'est soit les municipalités, soit les fabriques, c'est-à-dire en fait les paroisses, soit éventuellement les hôpitaux qui distribuent du pain aux pauvres, et puis éventuellement des aumônes manuelles, mais ça c'est pas on peut donner des aumônes particulières à des pauvres qu'on connaît, mais pour des raisons précises, genre pour le mariage d'une fille ou je ne sais pas quoi. Mais en gros, l'idée c'est pas de subventionner la pauvreté naturellement, et la preuve de ça, c'est que l'une des premières conséquences de la révolution de 1848, qui renverse Louis-Philippe et qui met fin à la monarchie en France, cette révolution de 1848, elle est causée par une crise économique, 1848, qui est liée, vous savez, c'est la famine de la pomme de terre en Irlande, enfin bref, des mouvements révolutionnaires dans toute l'Europe. En général, quand il y a des mouvements révolutionnaires, c'est que les gens ne vont pas bien, et s'ils ne vont pas bien, c'est parce qu'ils n'ont pas à manger. Et donc, l'une des premières décisions de la Deuxième République, c'est de promulguer le droit au travail. Et alors, comment est-ce qu'on met en œuvre le droit au travail ? On crée des ateliers nationaux où tous ceux qui n'ont pas de travail vont venir voir travailler en échange d'un salaire. Donc vous voyez que, je vais fermer la porte parce que ça me casse les oreilles. Mais... Vous voyez que l'idée en 1848, et ça va rester longtemps le cas, c'est qu'il n'est pas question de secourir les chômeurs sans contrepartie. On ne peut pas payer les gens à ne rien faire. Donc, on va leur donner du boulot, et pour leur donner du boulot, on crée ces fameux ateliers nationaux. Alors le problème des ateliers nationaux, c'est qu'est-ce qu'on fait faire aux chômeurs ? Sachant quand même que les gars qui sont chômeurs, ce n'est pas exactement des travailleurs qualifiés, d'accord ? Vous n'allez pas les mettre à dessiner des centrales nucléaires, à réparer des avions, ou que sais-je. Donc concrètement, on leur fait nettoyer Paris après les journées révolutionnaires,
Ça tombe bien, parce que c'est une époque où il n'y a évidemment pas de service de nettoyage. Enfin bon, une fois que Paris est nettoyé, il faut passer à autre chose. Donc on leur fait faire des travaux de terrassement, d'accord. Donc on leur fait refaire les quais, l'esplanade des Invalides. Donc c'est des boulots pas très intéressants, ils sont fatigants physiquement, donc ça l'avantage c'est qu'ils ne font pas la révolution, les mecs une fois qu'ils ont passé 12 heures dans la journée à piocher et à retourner de la terre. Enfin concrètement, on n'arrive pas à les employer productivement. Et comme on n'arrive pas à les employer productivement, il y a un peu un problème de savoir en gros combien de temps ça va durer ça, d'autant plus que c'est une époque où on n'a pas vraiment l'idée qu'il faut que l'État s'endette indéfiniment pour l'action sociale. Du coup, en 1848, en juin 48, on supprime les ateliers nationaux, ça donne des émeutes, les juin, l'armée tire sur la foule, enfin bon, tout habituel, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On attrape les meneurs en les déportant en Algérie. Donc voilà pour l'indemnisation du chômage. En gros, il n'y en a pas. Pendant 4 mois, on propose, comme on proclame le droit au travail, on propose du travail rémunéré à ceux qui n'en ont pas. Mais en fait, on se rend rapidement compte que ce n'est pas possible parce que l'État n'arrive pas à organiser le travail de manière économiquement rentable. Et donc, de fait, les chômeurs sont laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire à la pauvreté. Ceci dit, la question sociale reste quand même une question... l'expression question sociale, c'est l'expression du pape Léon XIII, 1891. Mais cette question sociale, elle est donc rampante et obsessive en France jusqu'en 1945, jusqu'à la création de la sécurité sociale. Les deux dates fortes, c'est quoi? D'une part, c'est la loi de 1898, qui est proposée par Martin Nadeau. Et vous savez, Martin Nadeau, à l'origine, c'est un maçon creusois. C'est un type qui est parti à pied de sa Creuse natale, qui est monté trouver du boulot à Paris. Et puis, il a été élu député républicain et socialiste. Et du coup, il pousse à la Chambre des députés des réformes sociales. Et la loi de 1898, c'est simplement l'idée qu'il faut que les employeurs indemnisent les ouvriers victimes d'accidents du travail, même si ils n'ont pas commis de faute. C'est l'idée donc que les employeurs puissent être responsables des accidents du travail sans même avoir commis de faute. Alors que jusqu'à la loi de 1898, comme vous vous en souvenez, pour que l'ouvrier soit indemnisé d'un accident du travail, il faut qu'il montre que cet accident du travail résulte de la faute intentionnelle de l'employeur, ce qui est évidemment impossible. Il n'y a aucun employeur, à part Donald Trump, qui veuille intentionnellement détruire ses ouvriers. Donc la loi de 1898, c'est l'obligation d'indemniser, et alors l'obligation pour les patrons d'indemniser les ouvriers qui sont blessés, enfin les employés qui sont blessés, puisque en gros, ça signifie que les patrons sont responsables de la sécurité de leurs installations, et que si les employés se blessent, c'est leur faute. Donc c'est une application classique du principe de responsabilité civile, en fait, tel qu'il est dans le Code civil. Parce que dans le Code civil, il y a quand même que, en gros, vous devez réparer les dégâts que vous causez, vous, votre propriété ou vos dépendants. Donc, c'est pas un truc exorbitant, c'est simplement dire que si la machine à vapeur explose, même si c'est pas de votre faute, c'est quand même de votre responsabilité. Et ça n'est que le Code civil. Mais le truc, c'était que dans le Code civil, il fallait effectivement qu'il y ait une faute comme la négligence. Alors là, on dit, les patrons, même s'ils ne sont pas négligents, ils sont responsables. Et donc, concrètement, cette loi de 1898, elle amène au développement des assurances sociales, c'est-à-dire que les patrons, pour ne pas être en situation de devoir payer des indemnités eux-mêmes, ce qui risquerait de les ruiner, ils se mettent à acheter des primes d'assurance, à payer des primes d'assurance, et donc se développe un réseau d'assurance sociale. Mais en fait, pour l'essentiel, alors, ce réseau d'assurance sociale, en fait, à partir de 1910, il va y avoir des caisses de retraite qui vont être ouvertes aux ouvriers. À partir des années 30, ce système va être renforcé. Mais les seuls qui bénéficient d'une protection sociale, en quelque sorte, moderne, c'est-à-dire telle qu'on la connaît, avec en particulier un système de retraite obligatoire par cotisation, c'est d'abord les fonctionnaires, avec la loi sur les pensions civiles en 1853. Ensuite, les mineurs, je dirais, de mémoire, que c'est en 1897. Et les cheminots, ça doit être en 1909. Donc concrètement, ceux qui ont des retraites dans la population, c'est les fonctionnaires, les mineurs et les cheminots. Alors les mineurs, c'était un héritage d'Henri IV, mais ça a été démantelé à la Révolution, ça revient donc en 1897. Et les cheminots, c'est grâce à leur combativité qu'en 1909, ils obtiennent ça. Bon, et donc concrètement, tous les autres, ils n'ont pas de retraite. D'ailleurs, y compris toutes les professions libérales, etc. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire la retraite? Ça veut dire soit vous faites des enfants qui s'occupent de vous, soit vous mettez de l'argent de côté. Voilà. Donc la question des retraites, elle ne sera évidemment réglée de manière universelle qu'avec la création de la sécurité sociale en octobre 1945.
Bien, et alors, tant qu'à faire un tour d'horizon de réformes sociales, le troisième système, enfin, le système de référence, en fait, les deux systèmes de référence, c'est ce qu'on appelle le système beveridgien et le système bismarckien. Le système beveridgien, qui aura donc été instauré par les Anglais en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un système, en fait, où l'aide sociale est financée par l'impôt, et où donc ce qu'on reçoit n'est pas fonction de ce qu'on a payé. Alors que les Prussiens vont mettre en place un système absolument remarquable, parce que très en avance sur tout le monde, mais un système de protection sociale qui est contributif. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous recevez comme prestation, c'est quand même une fonction de ce que vous avez payé. Donc en particulier, la retraite est une retraite par capitalisation et pas une retraite par répartition. Et il faut avoir payé, pendant suffisamment de temps pour avoir droit à l'assurance maladie. Alors comment ça se met en place? Ça se met en place que, bon, alors d'abord du point de vue du travail des enfants, il y a la même affaire en Prusse qu'en France, c'est-à-dire que l'interdiction en soi ne change pas grand-chose. Ce qui va changer, ça va être l'école obligatoire. En revanche, les réformes qui sont célèbres, ce sont les réformes de Bismarck. Bismarck, qui était chancelier d'abord du royaume de Prusse, et puis vous savez, à partir de 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles, donc on ne dit plus le royaume de Prusse, mais l'Empire allemand. Et donc, mais Bismarck reste chancelier. Et donc Bismarck, en fait, justement, sous son mandat de chancelier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place un système d'assurance sociale avec cette expression amusante qui est « Messieurs les socialistes joueront de la flûte quand ils verront que les ouvriers sont correctement assurés par l'État impérial ». Concrètement, son idée, c'est de vider de sa substance le programme électoral des socialistes en réalisant l'essentiel et en faisant payer l'essentiel par les patrons. D'accord ? Donc, on a ce paradoxe que c'est le régime le plus autoritaire d'Europe, puisque la Prusse reste quand même un régime féodal, d'accord ? Il reste du moins une aristocratie féodale en Prusse, et même si l'organisation du système politique n'est plus féodale, mais il reste une classe supérieure, moyenne supérieure d'origine féodale. On a un régime très autoritaire, puisque c'est un système impérial autoritaire, et on a une idéologie qui n'est pas exactement une idéologie progressiste. Et malgré cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à partir de 1883, on a un système d'assurance sociale nationale obligatoire qui est un système d'assurance maladie. Donc, en échange d'une cotisation obligatoire, les ouvriers bénéficient de dispensaires gratuits. Et certes, les ouvriers payent une cotisation, mais les employeurs doivent contribuer puisque c'est eux qui financent le tiers du système. À partir de 1884, on a une assurance accident du travail, qui là est entièrement financée par les employeurs, donc 14 ans avant la loi française. À partir de 1889, on a un système de retraite qui en fait, alors il est financé par les cotisations de ceux qui travaillent, mais il permet de verser des primes d'invalidité et des retraites en invalidité à ceux qui sont victimes d'accidents du travail. C'est-à-dire qu'en plus du système d'accident du travail, vous recevez, de fait, si vous avez un accident du travail léger, que vous allez pouvoir retourner travailler, vous êtes indemnisé pendant que vous êtes en convalescence. Si en revanche votre accident du travail est grave et vous empêche de travailler, vous recevez une pension d'invalidité, et ça c'est payé par la caisse de retraite. Et ça c'est dès 1889. Bon, donc de fait, l'Allemagne, qui est politiquement un régime extrêmement conservateur, est très en avance par rapport aux pays plus libéraux. En 1910, on considère que 81% des travailleurs sont protégés contre les accidents, 53% ont une assurance maladie, 53% ont une assurance retraite et 44% sont couverts contre les maladies. Donc en France, c'est entre le quart et le tiers, et en Angleterre, c'est rarement plus de 15% de la population. Bon, et puis en fait, alors, à peu près tous les pays européens se dotent eux aussi de systèmes d'assurance sociale, d'accord ? Et un autre aspect, alors là, c'est pas directement de l'assurance sociale, mais un autre aspect de la redistribution, ça va être, dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, l'adoption de systèmes d'impôts sur le revenu qui sont progressifs. Donc un impôt qui est progressif, c'est un impôt où ceux qui gagnent plus, non seulement cotisent plus
parce qu'ils gagnent le plus, mais même le pourcentage de cotisation des hauts revenus est plus élevé que le pourcentage de cotisation des revenus les plus bas. D'accord? C'est que on peut imaginer un impôt forfaitaire où chacun paye la même chose, ça c'est très inégalitaire. On peut imaginer un impôt proportionnel où chacun paye le même pourcentage de l'assiette fiscale. Dans le cas d'un impôt progressif, c'est que le taux de cotisation augmente avec la base imposable chez chacun des contribuables. Or, un impôt progressif est adopté en 1909 en Grande-Bretagne, en 1913 aux États-Unis et en 1914 en France. Voilà. Bon, alors, ça c'était un peu une parenthèse, c'était une manière de dire, dans les conséquences sociales de la révolution industrielle, il y a la misère terrible des ouvriers, à laquelle on commence à s'intéresser au bout de pratiquement un siècle, j'exagère, mais enfin, au bout d'un certain temps quand même, sans y apporter une solution définitive. Enfin, en fait, la seule solution définitive au problème ouvrier, ça a été de délocaliser, et donc il n'y a plus d'ouvriers en France, d'accord. Du coup, ceux qui sont misérables, ils ne sont plus en France, ils sont ailleurs. Enfin, il y a d'autres raisons d'être misérables en France, j'entends, mais les difficultés de la classe ouvrière ont été partagées avec le reste du monde. Donc, ce qui est spectaculaire quand même et paradoxal, c'est pas que la révolution industrielle, avec la mécanisation du travail, produise d'une part du chômage technologique par phase, et puis de l'autre côté des emplois qui sont très durs, très mal rémunérés, et donc qui permettent un niveau de vie très mauvais. Non, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, ceux qui sont les promoteurs d'une législation sociale, ce sont ceux qui aussi sont les plus conservateurs socialement. Et ça, c'est une espèce de constante en Europe. C'est-à-dire que c'est les réactionnaires qui sont les partisans du retour à la campagne, à l'église, à l'ordre ancien, etc., qui, en Grande-Bretagne, forcent les lois sociales sur la baisse du temps de travail et préfèrent qu'il y ait une aide directe aux pauvres plutôt que ces espèces de bagnes que sont les poorhouses. Ce sont les conservateurs en Allemagne qui font un système d'assurance sociale. Ce sont les conservateurs en France qui imposent la réduction de la durée du travail. Bon, clairement, le parti des libéraux industrialistes et libéraux en politique, c'est le parti de la révolution industrielle et d'un marché du travail non régulé, avec l'idée que les lendemains chanteront certainement. Enfin, la réalité quand même que voit Ricardo est quand même pas extrêmement agréable. Alors, là-dedans se pose la question quand même de la représentation politique des ouvriers et de leur modalité d'action politique. Au Royaume-Uni, il y a une série de lois de la fin du XVIIIe, Combination Act et Conspiracy Act, qui interdisent l'organisation des ouvriers, ça c'est Combination Act, et qui interdisent les grèves, d'accord. Ces lois sont abolies en 1824 et 1825. Enfin, bon, disons que dès qu'on peut traiter les grèves de manière violente, on s'en porte pas plus mal. Alors, il y a une première bouffée de création de syndicats dans les années 1830 en Angleterre, en particulier autour du National Consolidated Trade Unions de Robert Owen. Mais en fait, et ce que revendiquent ces syndicats en Grande-Bretagne, c'est des hausses de salaire, mais des améliorations des conditions de travail, et puis des assurances, maladie, retraite, etc. En fait, la raison pour laquelle les trade unions, ça ne marche pas au début, c'est que c'est un problème qui sera toujours le paradoxe du syndicalisme. C'est que ce sont des syndicats d'ouvriers qualifiés. Or, ils ne sont évidemment pas assez nombreux pour avoir un poids politique, les ouvriers qualifiés. Ils ne veulent pas admettre des ouvriers non qualifiés parce qu'ils considèrent que les ouvriers non qualifiés sont des traîtres, sont pas assez motivés pour faire la grève, pour aller dans les conflits sociaux, etc. Ce qui est normal, parce que les ouvriers non qualifiés, ils n'ont pas de fric. Et donc, ils n'ont pas les moyens, objectivement, de supporter une grève. Et donc, il y a très souvent dans les classes ouvrières une division entre les ouvriers qualifiés qui sont à la fois plus éduqués politiquement, qui ont des objectifs politiques plus lointains et qui ont les moyens de mener des conflits plus durs, et puis les ouvriers non qualifiés qui font ce qu'ils peuvent. Aux États-Unis, ça s'est par exemple traduit par le fait que les syndicats ont longtemps été interdits aux Noirs, parce que les Noirs étaient des traîtres et étaient prêts à collaborer avec le patronat. Ce qui est exactement le reflet de cette séparation entre ouvriers qualifiés et non qualifiés. Dehors, c'est super pour discuter. Hein? Voilà, merci. Ceci dit, absolument sans agressivité. C'est-à-dire, si vous avez envie d'aller discuter, allez-y. Mais ici, non. Merci. Bref, le syndicalisme en Grande-Bretagne, il décolle vraiment à la fin du siècle. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait,
en Grande-Bretagne, le parti politique, le Labour Party, le parti qui devient le parti de gauche, est l'émanation directe des syndicats, des trade unions. Et, alors que, par exemple, en France, les partis de gauche ne sont pas du tout l'émanation des syndicats. Il est l'émanation directe des syndicats, ce qui implique d'ailleurs, quand le Labour arrive au pouvoir, il va en quelque sorte s'appuyer sur les organisations syndicales, en particulier sur les organismes d'habitat social, en particulier sur les coopératives, en particulier sur les relais locaux de médiation sociale des syndicats, ce qui va donner un tour particulier en fait à l'État-providence britannique, bon, qui de toute façon a été en grande partie démantelé sous Thatcher. Et pour mémoire, le premier gouvernement travailliste en Grande-Bretagne, c'est le gouvernement de MacDonald en 1924, pas le McDonald's des hamburgers bien sûr, mais de Ramsay MacDonald. Ce qui est amusant puisque c'est aussi l'époque du premier gouvernement de gauche en France, qui est le gouvernement du cartel de gauche. Bien, alors, en France, où est-ce qu'on en est sur le plan de la représentation politique et syndicale des ouvriers? Vous le savez, c'est la loi Le Chapelier en 1791 qui a interdit les organisations professionnelles, enfin même les ententes professionnelles. Donc, pas de syndicats ouvriers, pas même de grève, puisque les grèves sont considérées comme des délits de coalition, dans la mesure où les ouvriers opèrent une coalition, et ça, c'est puni par la loi Le Chapelier. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, le premier type d'organisation, c'est de créer des caisses de secours mutuels, qui sont en gros, alors les caisses de secours mutuels, typiquement les mutuelles, ça sert à quoi? Ça sert à mettre en commun des moyens en cas de coup dur. Donc quand il y a un ouvrier qui meurt, on indemnise la veuve, quand il y en a un qui se coupe une patte, on lui donne quelque chose, et puis éventuellement quand on fait la grève, on a une caisse de grève. Ce qui fait qu'évidemment les pouvoirs publics sont très sceptiques, enfin très obsédés par les caisses de secours mutuels, et c'est seulement Napoléon Bonaparte, une fois qu'il est élu empereur, enfin pardon, une fois qu'il est élu, vous savez qu'il est élu président en 48, et puis il fait un coup d'État en 51, et il devient empereur, et l'un des trucs du début du règne de Bonaparte comme empereur, enfin, Louis-Napoléon, hein, le neveu, pas celui qui a mis l'Europe à feu et à sang. Pas Napoléon Ier. Donc Louis-Napoléon, il se la joue sociale, et donc un aspect de il se la joue sociale, c'est que, par exemple, il autorise les caisses de secours mutuels des ouvriers, par exemple, 1852. Avant, elles étaient clandestines. Bon, mais ça, c'est pas vraiment des lois sociales. De permettre aux ouvriers de mettre de l'argent en commun, c'est quand même la moindre des choses. Donc, qu'est-ce qu'on a comme loi sociale? On a en fait que la loi Olivier, du nom de Émile Olivier, Premier ministre du ministre d'État de l'empereur, en fait, la loi du 25 mai 1864 abolit le délit de coalition. Donc, de fait, les grèves ne sont pas légales, mais elles sont tolérées. Vous n'êtes plus considéré comme un délinquant quand vous faites la grève. Les syndicats deviennent tolérés à partir de 1867, qui est l'époque où l'Association internationale du travail se réunit à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris. Mais en fait, la reconnaissance officielle des syndicats, c'est la loi Valdez-Crousseau de 1884. Alors là, en gros, tout le monde a le droit de faire des syndicats, à l'exception des fonctionnaires qui peuvent ni faire des syndicats ni faire la grève. Enfin, ça, c'est un droit qu'ils récupéreront en 1924, justement avec le gouvernement du cartel des gauches, qui est le premier gouvernement formé par des radicaux et des socialistes en France. Donc pour autant, on est simplement là, dans le fait d'autoriser la reconnaissance d'associations ouvrières qu'on va appeler des syndicats. Le syndicalisme se développe en fait avec le mouvement des bourses du travail, qui consiste en gros à créer des lieux physiques pour que les ouvriers puissent faire de la politique. Et ces bourses du travail, c'est évidemment des lieux d'agitation qui sont très vite colonisés par la CGT, laquelle CGT est créée en 1895. Et cette Confédération Générale du Travail, elle est plutôt hostile au jeu politique, enfin à la démocratie représentative, parce que la CGT de 1895, c'est pas du tout la CGT que vous connaissez, d'accord? C'est pas la courroie de transmission du Parti communiste. Elle est essentiellement socialiste, révolutionnaire, anarchiste, quoi. Dans un contexte, les années 1890, c'est quand même un contexte très très anard en France. Enfin, d'ailleurs dans toute l'Europe et dans les dragons européens. C'est un contexte où les anarchistes occupent une place importante dans la vie littéraire, artistique, politique et dans les attentats, d'accord? Et justement, c'est le début des attentats politiques et
l'attentat est une des formes d'expression politique de l'anarchie, c'est une manière de dire, concrètement, l'ordre, tous les ordres sont mauvais, donc il faut tout faire péter. Et puis, une fois, avec une espèce de tentation, enfin de vision rousseauiste, qui est qu'une fois que vous aurez cassé toutes les institutions perverses, une fois que vous serez revenu à l'état de nature, vous verrez que l'homme est profondément bon, et que, et la femme aussi d'ailleurs, probablement, et que ce qui fait que ça ne va pas, c'est la propriété privée. Bon, donc la première CGT est sur cette ligne-là, mais je m'égare, pas juste pour vous dire que Cartel des gauches 1924, donc le gouvernement élu de gauche, Front populaire en 1936, héritage social légendaire, puisque l'héritage du Front populaire, c'est la semaine de 40 heures et les congés payés. Bon, en Allemagne, les syndicats se développent une fois que Bismarck s'en va, d'accord, et en fait, en Allemagne, alors ce qui est très étonnant, c'est que l'Allemagne et le Royaume-Uni sont des pays de forte syndicalisation, d'accord, on a 4 millions de syndiqués en Allemagne et au Royaume-Uni en 1914, il y avait 8 millions de syndiqués au Royaume-Uni dans les années 20, en France il n'y en a pratiquement pas, et en fait, l'obtention du suffrage universel en Allemagne, c'est justement une question. Alors, l'obtention du suffrage universel, en France, c'est 1848, d'accord. En Allemagne, justement, c'est un aspect du côté réactionnaire de l'Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de suffrage universel en Allemagne en 1890. Et l'un des débats au sein des syndicats et des partis de gauche, c'est est-ce qu'il faut ou non le suffrage universel. C'est amusant, même quand on y pense, de se dire que la gauche extrême ait pu se déchirer sur la question de savoir s'il fallait ou pas voter. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, on pourrait reposer la question en disant ben, c'est bien la preuve que justement le vote ça a servi à rien. Oui, enfin rétrospectivement quand même, l'Allemagne d'aujourd'hui elle paraît quand même un peu plus sympathique que l'Allemagne de Bismarck. Bon après c'est une question de point de vue naturellement, mais on a quand même l'impression que le suffrage universel a un peu changé le régime politique et l'atmosphère générale. Bien alors, ça c'était une parenthèse. L'idée c'était de parler des conséquences sociales de la révolution industrielle au Royaume-Uni. Et puis du coup, on a parlé de la condition de la classe ouvrière, et puis du coup, on s'est dit, la classe ouvrière, qu'est-ce qu'on fait en matière de loi sociale et comment est-ce qu'elle est représentée politiquement? Enfin, il faudrait quand même être un peu cohérent et montrer que cette révolution industrielle qu'on a vue, en fait, apparaître au Royaume-Uni en 2 temps, d'accord, c'est-à-dire un temps révolution textile à partir du milieu du XVIIIe, et puis un temps révolution liée au chemin de fer et à la sidérurgie à partir des années 1830, donc cette révolution industrielle elle va se diffuser sur le continent, et en particulier, bon, en gros, la vraie diffusion. Vous vous souvenez, on avait dit, le développement des chemins de fer au Royaume-Uni, c'est pas la cause de la révolution industrielle, c'est la relance, d'accord. Alors que sur le continent, ben, c'est vraiment l'arrivée des chemins de fer qui va transformer profondément les appareils productifs et les structures sociales. Bon, et donc si on veut une carte de la diffusion de la révolution industrielle, on l'a là. Et comme je l'ai trouvé qu'en anglais, elle est en anglais, mais non seulement elle est en anglais, mais avec les frontières contemporaines. Parce que vous aurez compris que Estonia, Latvia, Lithuania, ça n'existe pas. Ça existe d'autant moins, alors qu'on se place en 1840 ou en 1880, que ce sont des régions de l'Empire russe, d'accord, enfin du moins à l'époque. Et d'ailleurs, c'est des pays qui ont été, alors c'est des pays qui ont existé dans l'entre-deux-guerres, qui ont été créés par le traité de Versailles. Mais qui ont été ensuite annexés par l'Union soviétique à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale et qui sont redevenus indépendants en 1991. Bon, ben on pourrait continuer comme ça, c'est-à-dire que de la même manière, la Bosnie c'est l'Empire ottoman, du moins jusqu'à la guerre balkanique de 1912, la Croatie c'est l'Empire austro-hongrois, enfin bon, donc d'accord, les frontières ne sont pas les mêmes, on a compris. Mais l'important c'est quand même de comprendre que le développement des chemins de fer, c'est la région qui va des Midlands à Newcastle dans les années 1830. On arrive sur le continent, c'est-à-dire le nord de la France, la Belgique, la Rouvre, les Pays-Bas dans les années 1850. On se déploie vers la Saxe dans les années 1860. La Silésie, c'est-à-dire cette région qui est... alors aujourd'hui, c'est la Pologne, mais c'était l'est de la Prusse. Enfin, c'est en fait les confins de l'est de la Prusse, du nord de l'Empire austro-hongrois et de l'ouest de la Russie, d'accord, dans les années 1870, et puis ensuite, le passage... Alors, la révolution industrielle en Russie, il y a 2 centres. Il y a le Donbass, donc le bassin du Don, parce qu'il y a des réserves de charbon et de minerais de fer. Et puis, il y a la région de Saint-Pétersbourg, parce qu'il y a de la main-d'œuvre et qu'il y a des usines Poutilov, etc.
Bon, mais concrètement, on voit bien que la révolution industrielle, c'est une diffusion à partir du Royaume-Uni. Et c'est une diffusion à partir du Royaume-Uni parce que c'est une diffusion des techniques. Alors, on avait dit la semaine dernière, les locomotives qu'on fabrique en France, au début, c'est Caille, enfin, ça s'appelle Caille, et puis après ça s'est appelé Fives, à Lille, qui fabrique sous licence des locomotives britanniques. Parce que les locomotives britanniques, elles ont 10 ans d'avance sur tout le monde, et donc elles sont mieux, et donc c'est plus simple de fabriquer une locomotive sous licence, qui est éprouvé, plutôt que de bricoler soi-même un truc qui ne marche pas. D'accord, donc effectivement, diffusion à partir du Royaume-Uni. Et alors, question, est-ce que la diffusion à partir du Royaume-Uni, il y a les mêmes causes que pour le Royaume-Uni ou pas? La réponse, évidemment, non. Puisqu'on avait dit au Royaume-Uni, ce qu'on a, c'est qu'on a du travail qui est cher, de l'énergie qui est à bon marché, des ouvriers mécaniciens, enfin des ouvriers très qualifiés, enfin des inventeurs, quoi, et puis des institutions qui sont particulièrement favorables parce qu'elles sont à la fois garantes de la paix civile, respectueuses de la propriété privée. Qu'est-ce qu'il en est dans le reste de l'Europe? En France, on avait vu, il n'y a pas d'énergie à bon marché. En revanche, le travail n'est pas cher, donc typiquement ça ne marche pas. Si je continue comme ça, c'est pas la peine, à la limite, c'est pas la peine d'avoir des mécaniciens de haut niveau puisqu'on importe les trucs britanniques et ainsi de suite. Donc concrètement, comment est-ce que ça se diffuse, la révolution industrielle? Et alors là, il y a deux visions. Il y a une vision institutionnaliste, qui est une espèce de vision un peu spontanéiste, puis il y a une vision économico-politique qui, elle, c'est une question de volonté politique. Et alors typiquement, c'est le contraste entre le cas français, où ça se diffuse parce que ça se diffuse, et puis le cas allemand, on sait, il y a un plan d'État, enfin, ce sera encore mieux avec les Japonais, d'accord, parce que les Japonais, c'est... le 1er avril 1878, l'empereur réunit son conseil et il décide d'un plan d'organisation du Japon jusqu'en l'an 3000. Et pour l'instant, ils ont 4 heures de retard sur le plan qu'ils ont décidé en 1878. Bon, en Allemagne, c'est pas aussi caricatural, mais enfin, manifestement, il y a une volonté politique. Pourquoi on ne peut pas dire qu'il y a une volonté politique continue en France? Tiens, pour toi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui, au XIXe siècle, est quand même absolument troublant enfin, même à partir de 1789, qu'est-ce qui est troublant dans l'histoire politique de la France? Dit autrement, il y a combien de régimes politiques en France entre 1789 et 1940? Vous avez déjà compté? 16, oui. Alors, si on fait le compte, donc, on commence avec une monarchie absolue. Bon, on a un interlude où on est une monarchie constitutionnelle. Après, on a la constituante. Après, on a le comité de salut public, c'est-à-dire la terreur. Après, on a le directoire. Après, on a le consulat. Après, on a l'Empire. Après, on a une première restauration. Après, on a les 100 jours. Après, on a une deuxième restauration. Après, on a une monarchie constitutionnelle, c'est la monarchie de Juillet. Après, on a la deuxième République. Après, on a le second Empire. Après, on a la troisième République. Après, on a l'État français. Je ne sais pas combien j'en suis, mais j'en suis à 15, j'en ai oublié. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Vous le retrouverez. Enfin, bon, vous imaginez que dire qu'il y a une continuité d'action de l'État, sachant par exemple que le gouvernement de Vichy s'est fait fort justement de ne pas assurer la continuité d'action de l'État, puisqu'il a fait des lois rétroactives. Bon, bref, donc tout ça, on ne peut pas dire que ce soit la volonté ferme et déterminée des administrateurs. Hein. Du coup, pour la France, on va avoir une vision qui est de dire, oui, mais d'accord, mais du coup quoi? On va dire, à défaut d'une continuité politique de l'État, il y a quand même un mouvement que rétrospectivement on peut interpréter comme un mouvement d'évolution des institutions. Et alors quelle est cette évolution des institutions? Il y a un truc qui ne fait pas de doute, c'est que aussi bien la France que l'Allemagne, à la veille de la Révolution française, sont des pays archaïques. D'accord ? C'est des pays archaïques. Pourquoi? Parce que du point de vue de l'organisation politique, la France a beau être une monarchie absolue, elle est quand même divisée entre des pays d'État, des machins avec des statuts juridiques et des coutumes différentes. Et donc, même si ce n'est pas la pagaille de l'Allemagne, où il y a encore quand même... En Allemagne, de fait, il y a 38 États différents en 1815, d'accord ? Donc, avec des frontières nationales. Donc, même si en France, en 1789, ce ne sont pas des États autonomes, il reste qu'il y a des différences dans l'organisation du droit, dans le fonctionnement des impôts, dans les unités de mesure, dans les systèmes légaux. Bon. Et non seulement il y a ça, mais en particulier, il y a des péages absolument partout, d'où, vous le savez, le cri de guerre des économistes, que d'autres appellent les physiocrates pour se moquer d'eux, qui est laisser passer. Si on veut que l'économie prospère, il faut arrêter de mettre des péages partout. Non seulement il y a des péages sur les ponts, pour les canaux, à l'entrée des villes, même des villages, mais en plus il y a des barrières à l'entrée des professions qui sont organisées de manière corporative,
Alors on dit, en fait, ça ne s'appelle pas des corporations, ça s'appelle des jurandes, d'accord? Mais concrètement, vous ne pouvez pas exercer un métier sans vous mettre d'accord avec ceux qui exercent déjà le métier. Donc concrètement, comment est-ce que ces métiers sont gérés? Ben, évidemment, de manière à maximiser la rente d'un monopole qui donc n'a absolument aucun souci de fournir la demande, mais qui veut simplement maximiser son revenu personnel. Bon, donc ça, c'est évidemment pas un facteur de progrès. La propriété foncière est complètement monopolisée, soit par la main morte. Alors, la main morte, c'est en gros les religieux qui ont reçu des donations depuis le Moyen-Âge. Pourquoi? Ben parce que soit les gens donnent aux hôpitaux des fermes, des terrains, des forêts, que les hôpitaux vont garder, parce que de toute façon, les gens de main morte, concrètement, les personnes morales qui sont les institutions religieuses n'ont pas le droit de revendre. Donc quand vous donnez une forêt à l'Hôtel-Dieu de Paris, ben, la forêt elle reste propriété de l'Hôtel-Dieu de Paris. Quand votre fille veut rentrer au couvent, ce qui est toujours une perspective brillante et glorieuse naturellement, donc il faut accompagner ça de dons munificants, donc vous allez la pourvoir d'une ferme dans le bassin parisien qui justement pourvoira à son entretien. Donc vous donnez au couvent auquel votre fille va rentrer une ferme avec tous les manants qui la peuplent, et ça, ben, ça va rester au couvent jusqu'à la fin des temps, puisque les gens de main morte n'ont pas le droit d'aliéner ça. Donc la propriété terrienne, foncière, elle est en grande partie monopolisée par les gens de main morte, d'accord? Et vous imaginez comment c'est dynamique, les gens de main morte, d'accord? C'est-à-dire que vous imaginez comment l'économe d'un couvent de religieuses ursulines, à la fin du XVIIIe siècle, il va aller installer des machines à vapeur et des forges et tout le bazar, évidemment, rien du tout. Bon, donc, de fait, entre une organisation politique complètement archaïque, avec des péages partout, une organisation des métiers complètement verrouillée de tous les côtés, où il n'y a pas de libre entreprise, et une organisation capitalistique où l'essentiel de l'appareil productif est maîtrisé par des gens qui fonctionnent parce qu'ils ont lu des trucs en latin dans des bouquins qui ont été écrits il y a 2000 ans, d'accord, ce qui n'est évidemment pas le propre du problème de l'aménagement des nouvelles méthodes de gestion et des nouvelles techniques productives. Bon, donc on peut dire que c'est un pays archaïque, la France. Alors, dans le cas de l'Allemagne, vous pouvez vous dire, oui, mais dans le cas de l'Allemagne, il y a des États qui sont protestants, donc il n'y a pas de communauté de main morte. Bah oui et non, parce que d'abord, il y a quand même des communautés de main morte chez les luthériens. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces histoires à la con, mais je vous ai dit que... Non, mais par exemple, en Allemagne, il y a encore des hôpitaux qui sont dotés, qui existent sous forme de fondation. Vous allez, par exemple, à Würzburg, il y a le magnifique Bürgerspital zum Heiligen Geist, qui a des centaines d'hectares de vignes, où il produit un vin exquis, non pas pour le servir aux malades, parce que ça ne marche pas très bien, mais pour vendre du vin, ce qui permet de financer le budget de l'hôpital. Voilà. Bon, donc de fait, pays archaïque. Alors, l'Ancien Régime a bien connu des tentatives de réforme. Par exemple, un grand truc de la monarchie absolue française, ça a été justement de lutter contre la dévolution des biens fonciers aux institutions qui les stérilisent, c'est-à-dire en particulier les institutions de main morte. Ça n'a pas très bien marché. Vous savez que Turgot a été contrôleur général des finances, ça a été le premier contrôleur général des finances de Louis XVI. En fait, Louis XVI, quand il est arrivé, à la mort de son arrière-grand-père, Louis XV, à la mort de Louis XV, Louis XVI, quand il devient roi, il décide de nommer un gouvernement... il choisit des ministres qui ont envie de réformer. Et en particulier, il prend comme contrôleur général des finances un type qui s'appelle Turgot, qui est un économiste, et donc qui justement veut démanteler les obstacles au commerce. Qu'est-ce que c'est démanteler les obstacles au commerce? Ça veut dire en particulier, alors lui, ce qu'il cherche à démanteler, c'est le droit de minage. Le droit de minage, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous arrivez dans une ville, pour pouvoir vendre une marchandise, vous devez la faire peser. Vous devez la faire peser avec l'unité de mesure de cette ville. Et évidemment, cette pesée est payante, et évidemment, elle n'est pas payante de manière symbolique. En fait, c'est un impôt. Ce qui veut dire concrètement que l'obstacle au commerce, c'est que pour pouvoir les vendre en ville, il faut passer par la pesée. La pesée est coûteuse, et elle renchérit le prix des marchandises qui sont vendues en ville. D'autant plus que si vous avez un invendu, ben, vous avez quand même payé la pesée. Donc, du coup, pour revenir au marché, pour aller dans le marché de la ville d'à côté, il faudra repayer la pesée. Tout ça est absurde. Donc, Turgot veut supprimer ça. Alors, entre autres choses, il s'aliène à peu près tout le monde, et au bout de 2 ans, c'est la disgrâce de Turgot et la prise du pouvoir par le Parlement, et vous connaissez la suite. Bon, de manière plus générale, c'est Anne Conchon, qui est prof d'histoire économique ici, qui a montré comment, tout au long du XVIIIe siècle,
des administrateurs avaient cherché à réformer les péages, bien sûr. Mais en fait, même si les administrateurs ont cherché à réformer les péages, le truc, enfin, en gros, le changement de ces institutions archaïques de la France, ça ne s'est vraiment effectué que quand il y a eu ce tremblement de terre qui a été la Révolution française, et en particulier le passage de Bonaparte aux affaires, puisque vous savez que Hegel disait après avoir vu Bonaparte dans les rues d'Iéna, vous avez vu l'esprit à cheval. Et alors qu'est-ce que fait l'esprit à cheval? De fait, c'est Bonaparte qui va contribuer à enfin, c'est la Révolution qui va contribuer à la création d'un marché national unifié, à la fois parce qu'on abolit les péages internes dès les premiers temps de la Révolution, et puis aussi parce qu'on va développer les transports, à commencer par les canaux. Bon, les chemins de fer, ça viendra un peu plus tard. Ensuite, alors, si vous voulez, donc on a un marché national qui se constitue. Ce marché national, on le protège comment? Avec un tarif extérieur, avec une réglementation protectionniste. En plus, on sait qu'on n'a plus le droit d'exporter vers l'Angleterre. D'accord? Mais donc, un protectionnisme qui va être la règle, à tel point que, quand en 1860, le neveu Louis-Napoléon Bonaparte va faire un traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne, ça va paraître une espèce de truc complètement incroyable, parce qu'on avait vraiment l'habitude du protectionnisme maximum. La création d'un secteur financier qui va permettre de financer la croissance, et en particulier les grandes infrastructures, et les canaux, et puis ensuite les chemins de fer. Et puis la généralisation de l'éducation primaire. Donc ça, on a l'impression que ce sont les 4 conditions qui vont permettre le développement de la révolution industrielle sur le continent, et qui, bien que ne faisant pas en France l'objet d'une politique, enfin d'une espèce de plan de développement continué au long du XIXe siècle, vont quand même rester un fil directeur. Alors pourquoi c'est ça qui est nécessaire? Parce que si vous voulez produire sur une grande échelle, il faut qu'il y ait un marché national unifié. Si vous ne voulez pas être concurrencé par les productions étrangères, il faut que vous soyez protégé de la concurrence étrangère. Si vous voulez que vos transports puissent se développer et vos grandes entreprises puissent se développer, il faut qu'il y ait moyen de les financer. Et puis enfin, si vous voulez que votre main-d'œuvre progresse, il faut de l'éducation. Alors concrètement, dans le cas de la France, on a dit, c'est Turgot qui essaye de démanteler les droits de... Alors j'ai dit minage, mais ça peut aussi s'appeler halage, bichelage, étalage, etc. Et finalement, c'est le décret de la Convention de 1790 qui va supprimer les péages internes. Et d'une part, et puis d'autre part, c'est la fameuse histoire des biens nationaux qui va recréer un marché de la terre. Vous savez que juste après juillet 89, l'une des questions fondamentales des États généraux, c'est de trouver du fric, puisque les États généraux ont été réunis pour augmenter les impôts. C'était ce dont le roi avait besoin. Et en fait, les États généraux disent c'est pas la peine qu'on augmente les impôts, il y a des trucs là qu'on pourrait vendre, plus de l'argent. Et donc, ce que les États généraux se proposent de faire, c'est en fait de mobiliser la richesse essentiellement de la main morte, mais aussi en fait de tous les privilégiés dont on a aboli les privilèges dans la nuit du 4 août. Donc on va vendre ce qui est le bien de la nation, et puis ça va faire de l'argent. Et donc les biens nationaux vont être vendus à partir de décembre 89, donc les couvents, les églises, les châteaux, etc. Et ça va permettre de récupérer des moyens. Mais non seulement ça va permettre de récupérer des moyens, mais surtout ça va créer un marché de la terre, un marché des biens fonciers. D'accord? Pour ce qui est donc du tarif extérieur commun, on a dit le protectionnisme est absolument la règle en France, non seulement jusqu'au traité de libre-échange de 1860 avec l'Angleterre, mais après, la France n'est pas du tout un pays libéral en matière commerciale. Elle est en revanche connue pour ses protectionnistes, en particulier Béline, qui a été ministre de l'Agriculture à la fin dans les années 1890, et qui est l'auteur de la loi Cadenas. Donc l'idée de la loi Cadenas, d'accord, c'était de verrouiller le commerce des grains pour protéger nos agriculteurs. La création du secteur financier, alors ça ne va pas de soi parce qu'en fait, il n'y a pas de grande banque en France avant le Second Empire. Il y a certes la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale des Pays-Bas, qui est une banque franco-néerlandaise, qui est la matrice de Paribas. Mais en fait, le truc, c'est que le financement de la révolution industrielle, c'est essentiellement de l'autofinancement des entreprises. D'accord ? En France, il y a beaucoup de financement de marché. On a un gros marché financier depuis le 18e,
Et donc, alors le gros marché financier, il finance essentiellement la dette de l'État, d'accord, mais il n'y a pas vraiment de... En fait, l'essentiel du crédit, c'est du crédit entre les familles qui ont les moyens, donc entre les familles d'entrepreneurs. Il y a juste de l'escompte qui est procuré par la Banque de France et par les succursales en région de la Banque de France. L'escompte, vous savez, c'est le fait de racheter les créances commerciales. Mais il n'y a pas de crédit au sens moderne au XIXe siècle. C'est-à-dire que vous voulez acheter une maison, vous allez vous endetter à la banque, c'est complètement inconcevable. Vous voulez faire un investissement, vous allez demander de l'argent à la banque, n'y pensez même pas. Ça commence à bouger un peu sous le Second Empire avec la création du Crédit Immobilier, qui est une banque d'affaires qui a pour but d'investir dans des projets d'entreprise, mais le Crédit Immobilier fait faillite en 1867. Et les grands réseaux que vous connaissez, c'est-à-dire Crédit Lyonnais, Société Générale, c'est les années 1860. Et au départ, ce sont des banques de dépôt qui accueillent des dépôts, mais l'essentiel de leur manière de prêter, c'est de faire de l'escompte commercial, c'est-à-dire concrètement, vous êtes un commerçant, vous êtes un industriel, vous avez été payé par un client, un client vous a payé avec une traite commerciale qui est un effet à 3 mois, par exemple. Et concrètement, il vous a fait un billet par lequel il s'engage à vous payer dans 3 mois. Si vous voulez avoir des espèces, vous allez voir votre banquier, vous lui demandez d'escompter la traite, et donc il va vous donner de l'argent liquide, donc des espèces, en échange de la traite, et il va se charger de recouvrer la traite à l'échéance. Donc c'est du crédit. C'est du crédit sur gage, d'accord ? Mais ce que les banques font, c'est essentiellement ce type de crédit collatéralisé. Ce n'est pas des prêts comme on en fait maintenant. Bon, donc, mais néanmoins, on a une structuration du secteur financier donc, mais qui se fait lentement. Enfin, sur la question de l'instruction primaire, c'est vrai qu'on a le sentiment quand même que, au cas où vous auriez raté la séance du président de la République avant-hier dans le cours de la Sorbonne, enfin, de fait, on a le sentiment que c'est l'école qui est la colonne vertébrale symbolique de la République. Parce que les lois Ferry, laïcité, obligation, gratuité, les lois Ferry de 1881-82. Seulement l'école, ça n'a pas commencé en 1881-82. En revanche, ça louvoie un peu, d'accord ? C'est-à-dire que la première décision, la première obligation... Alors, il y a une obligation scolaire qui avait été décrétée par la Convention, le 5 niveaux en 2, ce qui fait le 25 décembre 1793. Donc c'est Noël, vous allez être obligé d'aller à l'école, les petits cocos. Donc certes, la Convention vote une obligation scolaire, mais qui n'a jamais été mise en œuvre. Bon. Donc la première instance de création d'une obligation scolaire, c'est la loi Guizot de 1833. Donc Guizot était le Premier ministre de Louis-Philippe, et c'était un historien, donc il était évidemment pour l'instruction. Et donc la loi Guizot, ce qu'elle fait, c'est qu'elle oblige les communes de plus de 500 habitants à avoir une école. Mais ce n'est pas parce que vous obligez les communes à avoir une école que vous obligez les enfants à aller à l'école. C'est quand même assez différent. D'abord parce que toutes les communes ne font pas 500 habitants, surtout dans ce pays où il y en a 36 000. Et puis ensuite parce que c'est bien d'avoir une école, mais il faut encore que les gens aient les moyens d'y aller. Donc de fait, c'est juste un premier pas. Le deuxième pas, c'est la loi Fallou de 1850. Et alors Guizot était protestant, chose importante, alors que Fallou, il est du côté des curés. Donc la loi Fallou, c'est une école de garçons obligatoire dans chaque commune. Bon, l'école de filles, c'est si vous en avez les moyens. Alors évidemment, il n'y a pas de question de laïcité ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a surtout pas de question d'obligation scolaire. Donc, vous êtes obligé de faire une école, mais après, vous n'êtes pas obligé d'y mettre des enfants. Et donc, de fait, alors, je blague un peu, mais concrètement, il y a une augmentation des effectifs qui sont scolarisés, parce que c'est vrai que l'avantage d'avoir une école dans votre commune, c'est que c'est plus facile d'envoyer votre enfant que s'il n'y en a pas. C'est surtout à une époque où les moyens de transport, d'accord, il y a des chemins de fer, mais enfin, quand vous habitez au fin fond de la Charente, les chemins de fer, ça reste quand même assez théorique. Donc bref, de fait, la densification du réseau d'écoles, ça fait qu'il y a une augmentation des taux de scolarité, mais concrètement, quand les lois Ferry sont votées, il y a encore plus d'un quart des gamins qui ne sont pas scolarisés. Donc non seulement il y a encore plus d'un quart des gamins qui ne sont pas scolarisés, mais si vous prenez la France de 1880, il y a encore beaucoup de gens qui sont illettrés. Pourquoi ? Parce que alors, c'est encore l'illustration même du fait qu'en histoire, les processus, c'est lent. Alors, quand on rend l'instruction obligatoire, on va dire maintenant, tout le monde va savoir lire, écrire et parler français. Mais vous dites ça, c'est les gens de 6 ans qui vont à l'école. Et l'obligation scolaire, en 1880, c'est entre 6 et 13 ans. Donc vous commencez avec les gens qui sont nés en 1875. Votre taux d'illettrisme, il tombe à 0% pour les gens nés en 1875.
Mais les gens nés en 1875, le moment où ils vont faire 100%, et après, le moment où ils vont faire 100% de la population, c'est 1975. Et même un peu plus tard d'ailleurs. Parce que des gens nés en 1875, il y en a encore qui sont vivants en 1980. Alors il n'y en a pas beaucoup, d'accord, ils sont résiduels. Mais vous prenez 1914, bah, les gens qui ont plus de 40 ans, ils n'ont pas forcément été à l'école. Et donc, ils ne savent pas forcément lire et écrire. Et pour tout vous dire, ils ne savent même pas parler français. Alors ça, c'est un truc, ça m'explique toujours les gens, mais maintenant, je vais vous parler de mon arrière-grand-mère, mais mon arrière-grand-père. Non, mais sans blague, mon arrière-grand-père ne parlait pas français. Et lui, il était né en 83, donc il avait été à l'école. Seulement, bon, quand il arrive à l'école, il parlait patois, donc c'est une espèce de mélange de patois limousin et Saint-Onget, là, qui parle en Charente, près de chez moi. Et il a appris à parler français à l'école, mais ensuite il s'est marié avec une fille qui n'avait pas été à l'école. Il ne parlait pas français à la maison, et du coup, il ne parlait pas bien français, et comme il avait honte de ne pas parler bien français, et ben, il parlait que patois. Et du coup, il avait oublié complètement le français. Alors évidemment, quand j'étais enfant, il était très vieux, et donc voilà. Mais mes parents me disaient qu'ils n'avaient jamais parlé français avec lui. Alors, ce n'est pas une anecdote, parce qu'en 1914, au moment de la guerre de 14, si vous regardez comment les régiments sont constitués sur une base territoriale étroite. Pour une raison simple, c'est qu'il faut que les sous-officiers puissent traduire les ordres des officiers pour les hommes. Parce qu'en 1914, les mecs, les mobilisés, il y en a qui ont 40 ans, donc ils sont exactement comme mon arrière-grand-père, ils ont peut-être été à l'école, pas tous, mais même ceux qui ont été à l'école, il y en a qui n'ont pas parlé français et qui ne parlent pas français. Donc il faut que les sous-offres leur gueulent les ordres en limousin, en creusoir, je ne sais pas quoi, sinon ils ne comprennent pas. Voilà, donc parler de l'unification culturelle et de la génération de l'éducation, et du fait que la France était un pays archaïque avant 1789, c'est pas une blague. Que de fait, maintenant vous allez n'importe où en France, ça cause à peu près français, d'accord, sauf peut-être dans la montagne basque ou en Corse, mais en 1789 et même en 14. Bon, voilà, donc, alors quoi? Alors ce qu'on va se dire, c'est que dans le cas français, c'est pas la volonté de l'État qui tient l'évolution des institutions, c'est, bon, d'accord, il y a une espèce de volonté qui traverse une histoire politique mouvementée et qui se traduit effectivement par une unification nationale, à la fois économique, territoriale et culturelle, par un truc protectionniste, par aussi la création d'un secteur financier, et puis surtout par cette espèce, ce truc d'éducation qui est quand même assez laborieux à démarrer, parce que, comme on le voit, c'est conflictuel entre l'Église et les autres, d'accord? C'est-à-dire que l'Église voudrait garder la main sur l'éducation, mais en même temps, elle n'est pas tellement pour l'éducation, parce que l'éducation c'est bien, mais pas pour les filles, enfin bon, les paradoxes habituels de l'Église conservatrice. Et donc, on a l'impression qu'il y a une ligne de mouvement dans une direction qui se dégage, mais de manière quand même extrêmement heurtée. C'est pas, on ne peut pas dire qu'il y ait une... Enfin, ce qui est étonnant, c'est que rétrospectivement, le chemin a l'air cohérent, alors que si vous avez vécu la vie politique du 19e, ça n'a rien de cohérent. C'est tout le temps des bastons sur les principes, personne n'est jamais d'accord sur rien, mais au bout du compte, on arrive à reconstruire une cohérence. Bien, alors quoi? Ben alors au bout du compte, Chicalor, ah tiens, c'est marrant, l'unification du territoire. Ben, 2 mots sur la construction des chemins de fer en France, pour voir concrètement comment ça se bricole, l'unification du territoire. Ce que vous voyez, c'est qu'en 1837, il y a quoi? En 1837, il y a les chemins de fer de Paris à Saint-Germain. Pourquoi Paris à Saint-Germain? Parce que le roi, il a sa résidence à Saint-Germain-en-Laye. Donc il faut bien qu'il puisse aller au boulot tous les jours, avec son chemin de fer à lui, 1837. Et puis, il y a des chemins de fer dans le sud-est, dans la région de Lyon, Saint-Étienne, Roanne, Montbrison. Pourquoi? Parce que là, c'est purement industriel. Le chemin de fer de Saint-Étienne à Roanne est le premier construit, de fait. Et donc, on a d'un côté un réseau qui sert au transport de passagers, et de l'autre côté un réseau plus industriel. Bon, et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit se développer dans un premier temps. Alors, le réseau industriel, ben, il végète, mais on a un réseau en étoile qui se développe autour de Paris, et on voit que quand même le réseau est plus dense dans les régions qui sont justement plus industrielles, c'est-à-dire en Lorraine, entre Nancy et Metz, dans le nord, et puis dans l'est, d'accord, puis aussi autour de Marseille.
Bon, et de fait, le développement en étoile se continue, se prolonge, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est Paris qui est le cœur, qui irrigue le reste du pays avec le réseau de circulation. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que, alors que, en gros, ce qu'on voit, c'est que jusqu'à la fin des années 60, ce qu'on construit, c'est quand même des radiales qui relient Paris à des points éloignés du territoire. C'est que là, l'idée, sur cette carte, c'est manifestement, on a un réseau radial centré autour de Paris, alors que dans les années 1860, on se met à avoir ça commence à ressembler plus à une toile d'araignée, c'est-à-dire qu'en plus des radiales, on a des lignes qui relient les rayons entre eux. Ça, c'est lié en fait au vote de la loi de 1865 qui permet de créer des chemins de fer d'intérêt local. Alors, ces chemins de fer d'intérêt local, en fait, ça n'a pas forcément été un grand succès, en particulier parce qu'ils ont souvent eu du mal à trouver un modèle économique. Donc, alors, c'est difficile de parler en général parce que c'est certain que les chemins de fer d'intérêt local du Nord-Pas-de-Calais ou de Lorraine, où il y a des régions minières, etc., ça marche mieux qu'en Charente, par exemple, ou dans le Cantal, ou dans l'Ardèche, ou enfin dans toutes les régions où l'activité économique n'est pas délirante. Bon, mais si vous prenez typiquement un chemin de fer d'intérêt local qui ne marche pas, c'est le chemin de fer des Charentes. Donc, le chemin de fer des Charentes, c'est quoi? C'est concrètement, on part d'Angoulême, on essaie d'aller vers Cognac et vers la mer. Création en 1863, déficit à partir de 1870, rachat par l'État en 1878. Et donc l'État se retrouve en fait, dès les années 1870, alors même qu'en principe, le Second Empire, c'était quand même un truc très libéral, etc. L'État se retrouve dès les années 1870, donc la Troisième République, avec à gérer des chemins de fer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les cheminots finiront par avoir des retraites, enfin auront des retraites avant les autres. Il y en a qui sont des quasi-fonctionnaires, quoi. Et en fait, la raison pour laquelle l'État ne peut pas abandonner les chemins de fer, ne peut pas abandonner les chemins de fer d'intérêt local, c'est évidemment une raison politique. C'est-à-dire que la Troisième République vient d'être créée sur les décombres de l'Empire. Il y a plein d'élus monarchistes à la Chambre qui demandent la restauration de l'Empire. Comment est-ce qu'on assoit la République? Tout simplement en finançant les chemins de fer pour que les gens puissent aller au marché, d'où on a supprimé d'ailleurs les octrois, donc les péages à l'entrée des villes. Bref, on achète. On assure la bienveillance des populations en leur offrant des services dont ils ne bénéficiaient pas sous le régime précédent, même si ça doit coûter des impôts. Et donc les impôts augmentent. Bon, ceci donc jusqu'à un optimum des chemins de fer qui est en 1930. C'est seulement à partir de 36-37 qu'on commence à fermer des lignes. Donc le maximum de lignes de chemin de fer en France, c'est 36. Et après, ça ferme dur à partir de 37. Bon, et alors, je vous avais promis des cartes des lignes isochrones. Ça, c'est en gros les villes qui sont situées à une journée de distance de Paris. Et donc, une journée de distance de Paris en 1700, c'est évidemment à cheval. Et vous voyez que ça ne fait pas grand-chose parce que, il y a essentiellement, c'est pas évidemment à cheval, puisque pour aller à Rouen, vous pouvez descendre la Seine, parce que Rouen est sur la Seine. Pratiquement la seule grande ville qui soit à une journée de Paris en 1700, c'est Rouen. Sinon, c'est 2 jours. Pour aller à Chartres, pour aller à Orléans, qui sont comme chacun sait d'immenses villes, même pour aller à Amiens ou Reims, etc., c'est minimum 2 jours. Bon, en 1800, ça s'est un peu amélioré. Pourquoi? Essentiellement, alors pour Orléans, je ne pense pas que ce soit... Si, c'est peut-être un canal. Pour Orléans, il doit y avoir moyen d'aller en canal sur le... Non, en 1800, pas encore. Donc ça doit être l'amélioration des relais de poste. Donc vous savez, vous pouvez changer les chevaux de votre diligence. 1830, c'est que les canaux, puisque les chemins de fer ne sont pas encore installés. En revanche, vous voyez 1860, le démarrage des chemins de fer qu'on venait de voir à la page précédente, vous voyez ce que ça a changé. C'est-à-dire qu'en 1860, pratiquement toutes les villes de France sont à portée de Paris en une journée, à l'exception de Nice. Enfin, Nice en 1860, on vient de l'acquérir, puisque, comme vous le savez, l'acquisition du comté de Nice, c'est ce que le royaume de Piémont nous donne en échange du soutien qu'on leur apporte dans les guerres contre les Autrichiens. Donc de fait, on n'avait pas prévu de développer les chemins de fer à Nice, puisque ce n'était pas la France. Le sud-ouest, évidemment, ça n'existe pas, d'accord? C'est-à-dire que Brest ou Bayonne, tout le monde s'en fout, c'est trop loin, c'est des sauvages. Donc il faudra attendre 1900 pour qu'on puisse y aller en train en une journée. Mais ce qui est quand même extraordinaire, c'est comment le chemin de fer, en 30 ans,
modifie l'échelle du pays, puisque en 1830, vous êtes en une journée à Bourges, en 1860, vous êtes en une journée à Strasbourg ou à Perpignan. Donc de fait, l'échelle des communications a été multipliée par 5 ou 6, quoi. Donc c'est considérable. Bon, alors maintenant, il faut que je récupère ma page, je ne sais pas comment faire. Si, c'était comme ça, bravo. Bon, alors, si on regarde le cas allemand maintenant, dans le cas allemand, on a quand même beaucoup plus l'impression qu'il y a une volonté politique déterminée et un plan préalable, et qu'on suit le plan préalable. Et que ce n'est pas une bagarre parlementaire où on change de régime, personne n'est jamais d'accord, et on est obligé d'essayer de reconstruire le truc a posteriori. Alors, on a un processus d'unification territoriale qui cristallise autour de la Prusse, en particulier quand Bismarck est chancelier, la multitude d'États allemands, on a vu que c'était traduit en 1815. Bon, les 3 moments forts, en gros, pourquoi Bismarck a joué un rôle décisif? C'est parce que Bismarck, il a quand même géré une série de conflits qui ont abouti à la proclamation de l'Empire allemand. Et si on parle d'Empire, c'est justement parce que, sous l'égide du royaume de Prusse, les petits royaumes indépendants sont venus se rejoindre l'Empire. Bon, alors qu'est-ce que c'est les conflits décisifs? C'est la querelle des duchés de Danemark. Ça a l'air de rien, mais en gros, ce que fait Bismarck, c'est qu'il fait observer au roi du Danemark que le Schleswig et le Holstein, c'est-à-dire donc la partie qui est la base de la péninsule du Jutland, là où il y a le Danemark, ça lui appartient de toute éternité, et que s'il n'est pas content, il va s'en prendre une. Donc le roi du Danemark hésite un peu, finalement devant la menace de s'en prendre une, il dit d'accord, donc comme ça, les Prussiens récupèrent un peu du Holstein et du Schleswig, qui ne sont pas des régions absolument riches, mais qui permettent de cimenter la frontière nord, d'accord, la marge du nord. Ensuite, les choses sérieuses, c'est la bagarre contre les Autrichiens, qui sont quand même les héritiers du Saint-Empire romain germanique. Donc, si vous voulez faire un empire allemand, historiquement, il y a un empire allemand, c'est le truc qui a été fondé par Charlemagne. Les Autrichiens sont considèrent comme étant les continuateurs, puisque de leur côté, ils appellent le royaume d'Autriche-Hongrie, les Autrichiens appellent ça la K-monarchie, donc la monarchie qui est Kaiserliche Königlich, qui est royale et impériale. Donc pour faire comprendre quand même que l'Empire, désormais, c'est nous, on va leur titiller le doigt de pied, et puis on va leur mettre une belle pile, c'est la bataille de Sadowa, où effectivement la Prusse gagne, et donc les Autrichiens se couchent. Du coup, les Prussiens sont les leaders de la communauté germanique. Et puis après, il faut se battre contre l'ennemi de toujours. Enfin, surtout, disons que depuis Napoléon, quand même, il y a un certain ressentiment contre la France en Allemagne, mais ça n'avait pas commencé avec Napoléon, parce que si un jour vous avez la chance d'aller à Heidelberg, vous verrez par exemple le château d'Heidelberg qui a été complètement massacré, il est parti. D'accord? Je parlais tout de Louis XIV. Donc, bien sûr, les Allemands, ils sont très méchants, mais qu'est-ce qu'on a pu les faire chier? Bon, enfin bref. Donc, en fait, c'est quand même dans la galerie des glaces du château de Versailles que Bismarck proclame l'Empire allemand. Donc, mais on voit que ce processus d'unification territoriale, il est mené de manière militaire. C'est en fait la fin d'un processus qui avait justement été démarré autour de la constitution d'un tarif extérieur commun. Et si vous voulez, le génie de la construction de la Prusse, ça a été, on commence par avoir des intérêts économiques communs, et puis ensuite, on utilisera la force pour aplanir les différents éventuels. Donc les intérêts économiques communs, ils sont mis en place comment? Ben, avec une union douanière, donc Zollverein, Zoll c'est la douane et Verein c'est l'union. Une union douanière qui est créée en 1818, avec la Prusse, mais autour de la Prusse, il doit y avoir le Mecklembourg et des trucs comme ça. C'est élargi en 1834 à des États plus occidentaux, d'abord la Saxe. La Saxe, c'est en fait, par rapport à c'est le sud-centre de l'Allemagne, d'accord, mais par rapport à la Prusse, c'est son sud-ouest à elle. Plus à l'ouest encore, il y a la Bavière qui est vraiment le sud-ouest, et la Hesse et le Württemberg qui sont carrément l'ouest, d'accord, qui rejoignent donc le Zollverein. Je pense que je dois avoir une carte du Zollverein. Voilà. Alors j'ai une carte, mais oui. Alors donc en bleu, on a les États qui ont rejoint le Zollverein en 1834, d'accord. Donc ce qu'on voit, c'est on a le royaume de Prusse, et puis le Württemberg et la Bavière, c'est le sud, vous voyez. Ah, j'avais oublié la Thuringe.
la Saxe, pardon, je devrais dire, la Saxe, c'est Sachsen, Thuringie-Staaten, c'est les États de Thuringe, Kurfürst Hessen, donc la principauté de Hesse, Königreich Bayern, donc le royaume de Bavière, Königreich Württemberg, le royaume de Württemberg, Großherzogtum Hessen, le grand-duché de Hesse. Donc ça, c'est avant 1834. Ensuite, vous voyez Mecklembourg-Schwerin, donc c'est plus tard. Holstein et Schleswig, c'est en vert clair et c'est tout en haut. Donc ça, c'est ce qu'on décide avec les Danois. Enfin, ce qu'on décide d'un commun accord avec les Danois. Hein, si tu n'es pas d'accord, je te mets une barre. Donc finalement, je suis d'accord. Voilà, d'accord. Et puis ensuite, en vert, il y a le Hanovre. Alors le Hanovre, c'est important parce que le Hanovre, c'est la possession de la couronne britannique. Vous savez que les rois d'Angleterre étaient aussi princes de Hanovre. Donc il y a quand même un petit sujet dans le fait que le Hanovre rejoigne l'Empire allemand. Ça n'allait pas absolument de soi. Bon, et puis on termine en 1870 avec l'Alsace-Lorraine, ce qui en bon allemand se dit Elsace pour l'Alsace et Lothringen pour la Lorraine. Puisque je vous rappelle que ce que nous appelons la Lorraine, ça n'est autre que la Lotharingie, c'est-à-dire ce qui a été dévolu à un des fils de Charlemagne au moment du partage après la mort de Charlemagne. Lothaire en français, Lothar en allemand. Bon, et donc en fait, la Prusse commence à convaincre ses voisins de l'intérêt économique qu'ils ont à créer un espace économique unifié, le Zollverein, et puis quand les voisins ne sont pas vraiment convaincus de l'intérêt d'être ensemble dans l'espace économique unifié, on leur montre qu'il y a quand même un autre intérêt qui est de ne pas se prendre une guerre. C'est quand même un intérêt économique aussi. Donc, on fait jouer ensemble le processus d'unification territoriale et militaire et le processus d'unification avec le tarif douanier. Au passage, bien sûr, la justification théorique du protectionnisme pour protéger le développement des industries, c'est bien sûr Friedrich List, avec son ouvrage Der nationale System der politischen Ökonomie, donc le système national de l'économie politique, de 1841. C'est Liszt qui invente, alors Liszt c'est L-I-S-T, d'accord, c'est pas L-I-S-Z-T, c'est pas un pianiste d'origine hongroise. C'est donc lui qui invente le concept de protectionnisme éducateur, c'est-à-dire l'idée qu'on va protéger les entreprises pour leur permettre de croître, parce que sinon, si elles ne sont pas protégées de la concurrence étrangère, elles ne pourront pas se développer, puisque les étrangers qui ont mis au point des meilleures techniques avant pourront les battre. Feront une concurrence déloyale. Bon, un autre aspect, évidemment, de l'intégration territoriale, c'est le développement des chemins de fer. Mais ça, c'est en Allemagne comme partout ailleurs. La mobilisation du crédit via le développement du secteur financier, c'est même encore plus tard qu'en France, mais enfin, c'est à peu près contemporain. Ce qui est amusant, c'est en fait que la Commerzbank, comme son nom l'indique, c'est une banque hambourgeoise, puisque, comme vous le savez, Hambourg, c'est la grande ville commerciale allemande. Hambourg, c'est une des villes hanséatiques. Donc la Hanse, c'est une association marchande médiévale. C'est ce qui fait que sur les plaques d'immatriculation allemande, la ville de Hambourg ne soit pas repérée par un HA, mais par un HH. D'accord, il y a un double H. Le premier H, c'est Hansestadt. Donc c'est ville hanséatique, Hansestadt Hambourg. Il y a aussi Brême, qui est Hansestadt Bremen. Donc il y a une tradition commerciale ancienne à Hambourg, mais qui est une tradition commerciale prolongée, parce que de fait, Hambourg a une relation, en gros, c'est le port commercial allemand. Donc c'est là que se crée la Commerzbank, tandis que la Deutsche Bank, qui est d'abord créée à Berlin, est ensuite rapatriée à Francfort, parce que c'est à Francfort qu'il y a le marché financier. Et pourquoi c'est à Francfort qu'il y a le marché financier? Parce que Francfort, c'est pas sur le Rhin, c'est sur la Magne, d'accord, mais c'est collatéral de la vallée du Rhin. Et en fait, le poumon financier de l'Allemagne, c'est la relation avec les Pays-Bas et avec la France. Et avec les Pays-Bas, parce que c'est Amsterdam qui est la place financière de l'Europe occidentale avec Paris. Donc Francfort est en lien avec ça, et Hambourg et Berlin, c'est pas une place financière. Enfin, comme son nom l'indique, la Dresdner Bank est fondée à Dresde, et ce sont ces trois banques qui sont les piliers dorsales du système financier allemand, avec des caisses d'épargne qui sont fondées dans les États, etc. Et puis l'éducation. Alors, l'éducation, en fait, le choc des guerres napoléoniennes, c'est que les Prussiens découvrent qu'à la fois
ils n'ont pas d'idée nationale commune, enfin, ils n'ont pas de système de référence, de vision de leur communauté culturelle, d'une part, et d'autre part, ils ont une infériorité, technique et scientifique face à l'armée française, qui est que l'armée française elle a un corps du génie, elle a un corps de l'artillerie avec des officiers et des sous-officiers qui sont bien formés dans les bonnes écoles. Et donc c'est un choc à la fois culturel et technologique, les guerres napoléoniennes, parce que les Prussiens se rendent compte qu'ils ne sont pas à la hauteur et qu'il faut qu'ils fassent quelque chose sur l'éducation. Et donc le grand réformateur de l'instruction, c'est Humboldt, qui construit un programme d'éducation de 0 à 20 ans, encore, même jusqu'à 25 ans, puisqu'il y a l'université Humboldt à Berlin, comme vous savez, qui est un partenaire de l'université. Et en fait, ce système d'instruction de Humboldt, il va être généralisé et rendu obligatoire avec l'unification progressive, l'unification politique progressive. Si bien que, en fait, au départ, c'est juste en Prusse qu'il y a une obligation scolaire dérivée de Humboldt, ce qui veut dire que, alors que la Prusse était probablement le pays le plus arriéré de l'Europe en 1750, qui avait pour l'essentiel des masses paysannes illettrées, avec la réforme de l'instruction par Humboldt, le cœur du royaume de Prusse va devenir très instruit, mais avec le problème qu'on a vu, qui est que quand vous commencez à instruire une classe d'âge en 1800, pour que ça ait un impact sur la population, par exemple pour que toute la population active soit instruite, si vous mettez les gens à l'école à 5 ans, ils vont arriver sur le marché du travail à 15 ans, et ils seront dans la population, ils auront rempli la population active quand ils auront 60 ans. Donc ça veut dire qu'on sera rendu en 1870. Donc de fait, c'est un processus qui est d'autant plus lent que ça se généralise au reste de la Confédération germanique, puis du Zollverein, puis de l'Empire, avec l'unification donc en 1870. Donc concrètement, les gens qui sont nés en 1870, ils auront 60 ans et donc ils représentent. Les Allemands auront conséquence d'être allemands en 1930. Avant, ils parlent allemand, mais vous savez comment on parle? Vous avez déjà été en Allemagne? Vous avez déjà été dans des villes, je ne sais pas. Alors en Hambourg, ça ne s'entend pas parce qu'en Hambourg, on parle allemand. Mais si vous allez par exemple à Trèves, les gens parlent francique. Alors tout le monde ne parle pas francique, mais dans la rue à Trèves, vous entendez parler francique. Et vous entendez parler francique. Pourquoi? Parce que vous écoutez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il parle? Alors c'est une espèce de truc, vous ne comprenez rien, quoi. Et vous dites, mais... Alors au début, vous dites, ouais, ça doit être des Polonais ou des Bulgares. Non, c'est pas des Polonais, c'est pas des Bulgares. Alors, vous finissez par aller demander aux gens en allemand ce qu'ils parlent, et ils vous disent, on parle allemand, quoi. En fait, non, ils parlent pas allemand, ils parlent français. Ils parlent le dialecte local. Et bon, exactement comme le patois en France avant la guerre de 14. Donc de fait, en Allemagne, il y a le même enjeu de fabrication d'une germanité, qui est de parler la même langue, et d'avoir la conscience d'être allemand, et aussi de savoir écrire et lire. Bref, ce qui est spectaculaire en Allemagne, enfin en Prusse, c'est que la Prusse a rattrapé la révolution industrielle britannique, mais elle a rattrapé dans le sens où c'était probablement l'État le plus rural et le plus attardé en 1750 de l'Europe du Nord, on va dire. Et en 1870, quand la Prusse bat la France, symboliquement, c'est l'État le plus avancé. Et pourquoi est-ce que la Prusse bat la France? Pas seulement parce que les Uhlans ont des casques à pointe et des cuirasses, mais surtout parce qu'ils ont des gros canons, des gros fusils, et qu'ils ont su en fabriquer plus que les Français. Et ça, c'est une victoire de l'industrie. Alors évidemment, du système éducatif de Humboldt aussi. On gagne certainement les guerres parce qu'on sait mieux lire et écrire, hein, mais aussi parce qu'on a des plus gros fusils et des plus grosses usines sidérurgiques. Bien, donc de fait, la Prusse devient le modèle du développement volontaire d'une révolution industrielle pour moderniser un pays, qui est le moyen en fait d'augmenter la puissance du pays. Et du coup, ça va devenir le modèle pour le Japon de Meiji, la Turquie du Tanzimat, la Chine du Kuomintang après cette première révolution des années 20, la Corée du Sud, et puis, si vous voulez, la Malaisie. Voilà. Ce qui est certain, c'est que si on regarde maintenant comment ça s'est passé en Angleterre, les Anglais n'ont pas voulu faire la révolution industrielle. C'est-à-dire que George IV ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Ah tiens, on va faire la révolution industrielle et on va s'y prendre comme ça ». Donc en Angleterre, ça s'est fait tout seul. Et ça s'est fait tout seul comment? Ça s'est fait tout seul, on l'a vu, parce qu'il y avait des causes économiques qui
poussait à l'adoption des machines. De fait, partout, il y a des jeux d'intérêts rivaux, et on a vu en particulier des jeux d'intérêts rivaux entre les conservateurs, qui sont en gros les propriétaires terriens, c'est-à-dire l'ancienne aristocratie, qui est plutôt défavorable, enfin, qui est plutôt favorable à un ordre ancien qu'elle idéalise, et donc qui est plutôt défavorable à l'évolution du factory system, et parce que la condition des ouvriers lui paraît misérable, mais aussi parce que le factory system, ça menace ses intérêts. Or, c'est ce que Ricardo a très bien montré. Ce que Ricardo a très bien montré, c'est que si on veut faire baisser si on veut augmenter le pouvoir d'achat des ouvriers, il faut importer du blé. Si on importe du blé, on fait baisser le prix du blé britannique. Si on fait baisser le prix du blé britannique, on fait baisser la rente des propriétaires terriens. Donc il y a une opposition majeure entre les industriels et les propriétaires terriens. Mais il y a une opposition d'intérêt économique. Et on peut dire, d'un autre côté, il y a une opposition dans les visions du monde. Mais il y a aussi une opposition d'intérêt économique, qui n'est pas illusoire. C'est pas juste... la question, c'est pas juste une question de prééminence. C'est pas qui est du côté de l'histoire et du sens de l'histoire. C'est une question de pognon. La question de pognon, c'est Ricardo qui est le premier à la formuler clairement. Bon. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'au Royaume-Uni, il y a cette question des corn laws est une question structurante dans la vie politique britannique entre, on va dire, 1815 et 1846. 1815, pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, l'agriculture britannique ne produisait pas suffisamment pour nourrir tout le monde. Et donc Bonaparte a cru finement qu'il allait affamer les Britanniques en interdisant le commerce avec le Royaume-Uni. C'était le décret de Berlin qui a instauré le blocus continental en 1806. Et puis les Anglais donc, se sont mis à reclaim, à reprendre, à recultiver des terres qui n'avaient pas été depuis longtemps parce qu'elles n'étaient pas assez fertiles, histoire d'avoir de quoi manger. Quand les guerres napoléoniennes se terminent, il n'y a plus de blocus continental et on retrouve un marché un marché mondial des produits agricoles sur lesquels on peut acheter du blé et de la viande beaucoup moins chère que les produits en Angleterre. Or ça, évidemment, dans l'immédiat, ça menacerait la rente des propriétaires terriens qui louent leurs terres à des fermiers, lesquels payent un loyer pour pouvoir produire parce qu'ils vendent le grain cher. Si le prix du blé baisse de 30% parce qu'on achète du blé aux Argentins ou aux Russes, c'est surtout aux Russes à cette époque-là, ben, il y a plein de fermiers qui ne vont plus pouvoir payer leur loyer. Donc ça va pénaliser les propriétaires terriens. Donc qu'est-ce que font les propriétaires terriens? Pour protéger ces pauvres agriculteurs qui sont victimes de la concurrence des vilains russes, ils décident de mettre une taxe sur les blés importés. Ce sont les fameuses corn laws de 1815. Comment ça fonctionne? L'idée des corn laws, c'est simplement, il y a un prix minimum du blé. Si le prix du marché mondial passe en dessous de ce prix, il y a une taxe qui compense la différence. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc évidemment, les libéraux autour de Ricardo, mais surtout de Cobden, sont fermement opposés aux corn laws, même si le génie de Ricardo, c'est quand même de savoir que tant qu'il y a des corn laws, il vaut mieux être propriétaire terrien. C'est pour ça que Ricardo investit tout le pognon qu'il gagne à la bourse pour acheter des terres. Il est formidable quand même, parce qu'il est contre les corn laws, il milite sincèrement contre les corn laws, il explique pourquoi les corn laws c'est une connerie pour le Royaume-Uni, mais il a compris que comme il n'y avait pas la majorité politique, c'était pas la peine d'être idiot. Donc il achète de la terre. Bon. Donc de fait, chez les Anglais non plus, il n'y a pas la volonté de faire révolution industrielle, mais il n'empêche qu'il n'y a que les libéraux. Voilà. D'un côté, les industriels réussissent à développer l'industrie, et puis de l'autre côté, les libéraux réussissent à construire des alliances politiques qui font qu'ils ne sont pas complètement bloqués par les conservateurs. Voilà. Alors, si on regarde l'histoire des corn laws, maintenant, donc vous savez, il y avait des corn laws historiques qui sont renforcés en 1815 avec justement cette limite de 80 shillings le boisseau, c'est-à-dire le quarter, pardon, le quart de boisseau. Si le prix du blé est en dessous de 80 shillings le quarter, il y a une taxe différentielle. En fait, en 1828, le système est remplacé par une taxe variable qui est plus favorable. Mais de toute façon, ça n'est supprimé qu'en 1846. Et la raison pour la... Enfin, en gros, ce que les libéraux réussissent à faire, c'est qu'ils réussissent à sensibiliser, enfin, ils réussissent à convaincre ceux qui mangent du blé, qui sont quand même assez nombreux, enfin, qui ne mangent pas du blé sous forme de blé, mais sous forme de pain, naturellement, que les corn laws, ça aboutit au renchérissement du prix du pain. Et donc, de fait, l'anti-corn law league est suffisamment populaire pour obtenir l'abolition des corn laws en 1846.
Alors, entre-temps, alors même que, faut-il le dire, en 1846, 80% des parlementaires britanniques sont des propriétaires terriens. Donc vous imaginez la pression qu'il faut pour décider des gens qui ont tous un intérêt financier individuel immédiat au maintien des corneaux, pour leur dire, bon, maintenant on arrête, il faut quand même y aller. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant du point de vue de la position des Britanniques en matière de libre-échange? En fait, c'est relativement compliqué. D'un côté, voilà, on a vu, il y a la question des corneaux sur le bleu. Ensuite, il y a d'autres importations. Alors typiquement, les Britanniques sont relativement protectionnistes, avec du moins au début de la révolution industrielle, avec ce qui menace leur production propre. Alors, par exemple, les Britanniques interdisent l'importation de soieries, donc de tissus de soie. Pourquoi? Parce que c'est des produits de luxe. Alors, c'est pas qu'on fasse de la soie au Royaume-Uni. Pour faire de la soie, comme vous le savez, il faut des vers à soie. Les vers à soie, ça ne vit pas dans le climat britannique. Ça ne marche pas. Donc, c'est pas une question de production nationale. Sauf que on peut importer du fil de soie et le travailler localement. Or, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on importe du fil de soie, on fabrique de la soie, hein, on fabrique aussi d'autres textiles, mais on veut surtout éviter la concurrence étrangère. Donc, on est dans une perspective protectionniste de type mercantiliste, où on ne veut pas importer, parce que ce serait perdre de la capacité à dépenser dans des choses plus utiles. Donc, de fait, le Royaume-Uni de 1815 est protectionniste non seulement en matière de corn laws, mais aussi en matière de production, qui sont des productions qui font concurrence aux productions britanniques. Et puis, en parallèle, le Royaume-Uni de 1815 interdit aussi d'exporter. Pourquoi? Parce que le Royaume-Uni a un avantage technique, par exemple dans les machines à vapeur, dans les locomotives. Alors en 1815, il n'y a pas de locomotive, mais pour les machines à vapeur, le Royaume-Uni interdit d'exporter des machines à vapeur, et surtout des ouvriers qui savent utiliser les machines à vapeur. Parce qu'il n'est surtout pas question qu'un zozo achète un ouvrier britannique, reconstruise une machine à vapeur chez lui et fasse concurrence à l'industrie britannique. Parce qu'en l'occurrence, l'espionnage industriel, c'est la méthode traditionnelle pour récupérer le niveau technologique. Souvenez-vous, par exemple, au XVIIIe siècle, Pierre le Grand, le tsar de Russie, avant d'être tsar, il est venu travailler aux Pays-Bas sur les chantiers navals, il a construit des bateaux pour savoir comment on construisait des bateaux. Parce qu'il se doutait bien que les méthodes constructives des Néerlandais étaient peut-être un peu plus en avance que les méthodes constructives des Russes. Donc, en gros, interdiction de beaucoup d'exportations pour éviter l'espionnage industriel, y compris l'exportation de main-d'œuvre, et grand protectionnisme. Tout ça, ça change en fait, justement. Alors, ça change en deux temps. D'abord, il y a ce qu'on appelle le printemps du libre-échange. Dans les années 1820-1830, en fait, les Britanniques se rendent compte qu'ils sont tellement en avance qu'ils n'ont plus rien à craindre. Du moins, du point de vue de l'exportation de biens technologiques. Ils sont à un moment où l'Europe n'a pas encore démarré sa révolution industrielle, ce qui n'arrivera que 10 ans après. Et donc, ce printemps du libre-échange, c'est alors un assouplissement des actes de navigation qui faisait qu'on avait le droit d'utiliser que des navires anglais pour transporter les marchandises anglaises. Pourquoi un assouplissement des actes de navigation? Parce qu'on se met à avoir des Britanniques un peu partout. Donc finalement, c'est pas la peine de prendre des navires anglais si on parle d'un marchand anglais qui est installé, je ne sais pas où, au Ghana. Il n'est pas obligé d'armer son navire dans un port britannique, il peut l'armer au Ghana du moment qu'il est un armateur britannique. L'atténuation des corneaux en 1828 avec le changement du barème, comme on l'a vu. L'élimination de l'interdiction d'importer en 1824-25. Et puis, la suppression, il y avait eu la suppression du monopole des grandes compagnies de commerce, on en reparlera plus tard. À partir des années 1840, en fait, les Britanniques vont mettre en place carrément, donc après ce printemps du libre-échange, dans les années 40, il y a un renforcement du libre-échange, avec un libre-échange unilatéral. C'est-à-dire que les Britanniques vont supprimer les droits de douane sur les produits entrants, pour faire baisser les prix pour les consommateurs, parce que de fait, c'est une manière d'acheter la paix sociale. Et ils n'exigent même pas de réciproque de la part des partenaires commerciaux. Ils le font parce que c'est leur intérêt, et parce que les termes de l'échange leur sont tellement favorables qu'ils n'ont pas de souci de déficit commercial. C'est-à-dire qu'ils exportent des produits manufacturés de haute qualité, des cotons, des machines, des trucs en fer, des verres opalins, des articles de luxe, etc. Ils exportent des choses qu'ils réussissent à vendre très bien,
En échange de quoi, ils importent des produits et ils ont largement de quoi avoir un excédent commercial. Donc, comme ils ont un excédent commercial, ils n'ont pas besoin de protectionnistes. Et du coup, le système fiscal britannique change. C'est-à-dire qu'on avait un système fiscal, les Britanniques avaient un système fiscal, comme la plupart des pays du monde à l'époque, qui était essentiellement dépendant des droits de douane. Et en fait, tout au long du 19e, ça va être particulièrement le cas sous Gladstone, et puis on l'a vu après en 1908, on bascule le système fiscal depuis les taxes qui disparaissent, puisqu'il n'y a plus de taxes à l'importation, vers l'impôt sur le revenu, qui devient progressif en 1908. Et en 1860, symboliquement, le grand truc, c'est le traité de libre-échange avec la France, où, alors, en fait, ce traité de libre-échange, c'est pas un traité de libre-échange complet, mais c'est en particulier que les Français baissent les droits de douane, enfin même les annulent complètement, sur les aciers, en fait sur les produits industriels semi-finis que les Britanniques produisent. En échange de quoi, les Britanniques libéralisent encore le commerce des eaux de vie, des alcools, des vins, enfin bon, du fromage, des Français, puis des articles de luxe de Paris. Et l'intérêt pour les Français, c'est de mettre l'industrie française en concurrence avec l'industrie britannique, pour qu'au lieu de produire de la ferraille de mauvaise qualité et pas compétitive, alors que la révolution industrielle a quand même commencé en France, mais si vous voulez, qu'il y ait un choc de concurrence qui élève le niveau technique et le niveau de qualité des productions nationales. Tout ça, alors que par ailleurs, il y a le crédit immobilier qui peut soutenir par des investissements les producteurs la sidérurgie. D'accord ? Et donc, c'est l'idée de Napoléon III d'ouvrir le commerce et le développement industriel par la concurrence et par le développement du secteur financier. Voilà. Donc, de fait, si vous voulez, la Grande-Bretagne n'est pas du tout libre-échangiste en 1810, elle est encore moins en 1815 avec le renforcement des corps de choses, mais il y a deux étapes importantes, le printemps du libre-échange dans les années 20, le passage au libre-échangisme unilatéral dans les années 1840, le traité de libre-échange avec la France est surtout important symboliquement du point de vue de la France, parce que c'est la preuve que la France accepte le libre-échange comme un moyen de développement industriel, exactement comme elle le fera ensuite avec si vous voulez, avec la construction de la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis de la communauté économique européenne. C'est exactement la même idée. Il vaut mieux être dans une relation de concurrence bienveillante avec un pays qui est un peu plus développé que nous, parce que c'est le meilleur moyen de nous développer nous-mêmes, que de fermer les frontières, parce qu'on va végéter et on ne va pas rattraper le monde. Voilà. Donc la Grande-Bretagne se convertit au libre-échange, puis la France un peu, mais il y aura un retour du protectionnisme dans les années 1880-90. Ce qui est marquant quand même, c'est qu'à partir à la fin du 19e, justement, la Grande-Bretagne, qui était quand même le pays absolument leader pendant tout le 19e, paraît prendre du retard face aux nouveaux concurrents, et en particulier face à l'Allemagne, qui semble être quand même la puissance montante, non seulement parce que l'État est déterminé, mais surtout du point de vue des résultats. Alors, les résultats, ça peut se lire par exemple. Oui, si on regarde par exemple la production sidérurgique, d'accord ? Donc, si on regarde la production d'acier, fer et acier, c'est le tableau qui est là. En 1840, le Royaume-Uni produit 1,3 million de tonnes de fer et d'acier. À la même époque, les États-Unis produisent 300 000 tonnes dans l'année 1840, l'Allemagne 200 000 tonnes. La production totale ensemble, la France, la Belgique, l'Autriche et la Russie, on n'a pas d'estimation. 1870, le Royaume-Uni est passé à 6,7 millions de tonnes. Vous voyez l'effet quand même du développement du chemin de fer, la demande induite par les rails de chemin de fer. La production donc, au Royaume-Uni a été multipliée par 5 en 30 ans. Elle a été multipliée presque par 6 en Allemagne, presque par 6 aux États-Unis, par 8 en Allemagne, et maintenant l'ensemble. Pourquoi j'ai mis ensemble France, Belgique, etc. Parce que, comme c'est les plus petits producteurs, on ne va pas faire une ligne pour chacun d'entre eux. C'est juste pour donner une idée de la place relative qu'ils occupent. Et en 1913, le Royaume-Uni a augmenté de 50% sa production par rapport à 1870.
Les États-Unis l'ont multiplié par 18, l'Allemagne l'a multiplié par 12, et maintenant l'Allemagne produit pratiquement 2 fois plus que le Royaume-Uni. Et donc de fait, entre 1870 et 1913, l'Allemagne est devenue une superpuissance industrielle. Alors, les États-Unis encore plus, mais sur le continent européen, vous voyez le truc, c'est-à-dire que, alors qu'en 1840, l'Allemagne produisait 1/6 de la production britannique, en 1913, elle produit le double. Donc de fait, l'Allemagne est devenue un géant industriel. Et donc quand l'Allemagne bat la France, en 1870-71, c'est le signe, tout le monde, enfin, en gros, c'était complètement inattendu. Et là, tous les yeux se tournent tous les regards se tournent vers le développement de l'Allemagne, qui du coup devient un modèle. Et on a l'impression que le truc britannique, en gros, ça s'est développé tout seul. Certains se disent, mais c'est quand même beaucoup moins efficace que l'organisation allemande, dirigiste, centralisée, qu'on commentera un peu plus en détail la prochaine fois. Mais déjà, merci de votre attention. Bonne fin de semaine et bonnes vacances.